Eh bien, bonsoir à tous. Ravi d'être présent ici à Irisari pour cette soirée et demain cette rencontre qu'on souhaite fructueuse avec les professionnels du paysage du Pays Basque. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Et merci de nous accueillir ici. Alors nous sommes les étudiants ici de l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux. Donc ce sont des étudiants qui sont en 4e année de la formation, donc ils sont en master, équivalent master 1. Et donc à cette occasion, on a pour principe à ce niveau-là plutôt de la formation, de les faire rencontrer des professionnels du paysage, alors beaucoup et principalement des paysagistes, mais ce soir aussi d'une autre partie des professionnels du paysage, aussi bien dans la maîtrise d'ouvrage que dans la réalisation. Et là, pour la première fois, c'est pour nous aussi l'opportunité de faire la rencontre avec des professionnels de la production végétale. Donc ce sont des étudiants qui sont en 4e année, ils ont déjà un parcours pour certains très confirmé, et ils sont notamment dans le cadre à la fois de l'insertion professionnelle avec Marion, donc du coup que vous avez rencontré, et dans un exercice un petit peu ciblé avec 2 autres enseignants qui sont devant vous, qui sont Morgane Robert et Nathan Torres, pardon. Ils font avec ces 2 enseignants un exercice ciblé sur la sélection du végétal, la production, enfin, ils ont la production d'un plan de plantation et notamment d'une palette végétale. Et donc, du coup, c'était aussi pour nous l'occasion de croiser à la fois ces rencontres professionnelles avec un exercice ciblé sur la question de l'utilisation du végétal par les paysagistes. Voilà. Je te laisse peut-être la parole, Marion. En fait, l'idée, c'était dans ces rencontres professionnelles, on demande aux gens de juste raconter un peu de présenter leur métier, de raconter un peu leur parcours, peut-être leur formation initiale, et puis donc rapidement, et aussi peut-être de parler de certains choix à un moment donné dans leur formation, de leur parcours. Ça permet à ces étudiants de choisir aussi des stages, puisqu'en fait, dans notre formation, ils ont un certain nombre de stages à faire. Et à l'occasion de ces stages, de se replacer par rapport à ces rencontres, peut-être de faire des choix, de même changer de parcours. Enfin voilà, c'est vraiment pour leur donner l'occasion de voir un peu toute la palette des métiers, des pratiques. Moi, j'avais préparé quelques petites questions très génériques pour vous, mais bien sûr, votre parole est complètement libre. J'avais dans l'idée donc vous puissiez présenter vos métiers, puisqu'en fait même le métier donc d'entrepreneur, de service technique, c'est pas du tout des personnes que l'on rencontre à l'école de paysage. Pépiniériste non plus. Peut-être de dire quels sont les enjeux aussi que vous rencontrez, enfin les problématiques que vous rencontrez, notamment par exemple pour les pépiniéristes en ce moment, je sais qu'on a tendance à demander beaucoup de production. Enfin, on a des élus formidables, notamment nous sur la région bordelaise, qui demandent 1 million d'arbres. Donc de voir peut-être un peu aussi ce que ces désirs comme ça politiques peuvent impliquer pour des métiers comme les vôtres, et quelles questions ça pose. Et puis peut-être aussi si vous avez la possibilité de nous dire quels sont les types de relations que vous entretenez avec les paysagistes, ou à quel moment vous rencontrez les paysagistes ou concepteurs, et peut-être aussi ce qui serait peut-être à améliorer dans nos relations. On a fomenté en fait cette rencontre avec ces 2 personnes ici à l'occasion d'un marquage en pépinière, à l'occasion d'un projet que j'ai dans la ville d'Anglet. Et donc Chabat était mon entreprise, et puis Julien travaille à la mairie d'Anglet, et donc on est allé marquer ensemble les arbres. Alors en Allemagne, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais ça, c'était aussi une demande des élus particulière à l'époque, qui voulaient des très grands arbres. Ils n'en voulaient pas beaucoup, ça c'était mon reproche, et ils en voulaient des très grands.
Ça fait faire partie des choses qui sont un peu problématiques. Et donc, on est allé chercher ces très grands arbres en Allemagne. Et on a discuté effectivement de la nécessité de peut-être plus parler de cet enchaînement entre un désir politique, puisqu'un projet, ça naît d'abord dans le désir politique, ou de l'expression d'une société qui a envie d'améliorer son cadre de vie. Et puis ça passe généralement par le concepteur, et puis ensuite le concepteur fait un appel d'offres qu'une entreprise reçoit. Et ensuite, donc on va chercher le matériel végétal en pépinière qui arrive au bout, alors qu'en fait, je pense qu'on met à peu près 10 ans pour élever un arbre, en fait. C'est à peu près ça, voilà. Tout dépend des arbres, mais donc voilà, il y a des choses comme ça. Et puis aussi après, on a les services techniques qui reçoivent le projet, malheureusement trop souvent un peu en fin de course, sans avoir été trop impliqués en amont, et ça pose aussi certaines questions. Alors voilà, c'était un petit peu ces sujets-là que j'avais envie d'aborder avec vous, et de façon très très libre. Peut-être que tu peux rappeler la règle du jeu qu'on s'est donnée. Une quinzaine de minutes éventuellement pour chacun d'entre vous, pour raconter votre parcours, et ensuite prendre un moment d'échange. Les étudiants ont préparé des questions. En tout cas, c'est ce qu'on leur a demandé. Et donc du coup, l'idée, c'est après qu'il y ait un échange entre eux et vous. Voilà. Bonsoir, bienvenue à Écrissarie. Donc Shalbat Goiti, originaire, vous êtes dans mon village natal. Bienvenue à Écrissarie. Donc pour ma part, je suis directeur d'une entreprise de paysage à Biarritz. Voilà, on va dire qu'il y a 2-3 sociétés dans le Pays Basque, l'entreprise Lafitte, l'entreprise Guichard, des entreprises à Saint-Jean-de-Luz et des entreprises autour de Pau représentatives, voilà, voilà, avec un chiffre d'affaires de plus, on va dire, de 3 millions d'euros. On est 4-5 entreprises, voilà, plus de 3 millions de chiffres d'affaires. Donc je vais commencer peut-être par mon parcours, donc si j'ai bien compris. Donc moi depuis tout petit, voilà, j'ai été attiré par le monde agricole. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir du côté de mes parents, même si c'était pas la ferme natale, mais du côté de ma famille de ferme. Donc j'étais toujours à la ferme, et voilà, je voulais être agriculteur. Malheureusement, voilà, pas de ferme à la maison, donc toujours aussi intéressé par le jardin. Donc j'ai fait des études dès la seconde, en fait. Voilà, j'étais programmé pour faire un bac scientifique dans un lycée général, et au dernier moment j'ai fait non, moi je sais ce que je veux faire, je veux être dans le monde agricole. Donc je me suis orienté vers le lycée à Asparin, lycée agricole et environnemental à l'époque. Donc j'ai fait un bac technique STAE à l'époque, je pense qu'il n'existe plus, agronomie et environnement. Et puis derrière j'ai continué avec un BTS aménagement paysager en formation continue à Pau-Montardon pendant 2 ans. Donc là j'ai fait des stages à l'entreprise Lafitte, tous mes stages à l'entreprise Lafitte. Voilà, donc je travaillais avec des équipes d'entretien, des équipes de création, donc j'en ai un excellent souvenir. Et quand j'étais en BTS, voilà, bon, j'avais quelques, on va dire, facilités, et on voulait m'orienter vers l'école d'architecture et de paysage, et je n'ai pas du tout cette fibre-là. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéressait, voilà, c'était vraiment le côté terrain entrepreneurial. Donc non, j'ai pas voulu y aller. Donc j'ai fait une prépa post-BTS pour intégrer des écoles d'ingénieurs agricoles. Et là, j'ai découvert l'ITIAP. L'ITIAP, voilà, c'est l'école d'ingénieurs du paysage à Lille, qui est vraiment adaptée pour le monde de l'entreprise. Donc je me suis permis de faire quelques remarques à mes anciens enseignants de BTS, puisqu'ils avaient oublié de parler de cette école. Et voilà, donc j'ai fait du coup quelques représentations les années qui suivent pour présenter cette école pour les personnes qui souhaitaient continuer dans le monde de l'entreprise. Donc j'ai fait cette école à Lille pendant 3 ans et demi. Et c'est une école par apprentissage. Donc là, ça a été un premier pied dans le monde professionnel. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'avais bien insisté sur le fait que j'avais fait mon BTS en formation continue. Aujourd'hui, je referai mon parcours, je ferai mon BTS en formation par alternance,
parce qu'aujourd'hui, je pousse vraiment les jeunes à aller à l'alternance. C'est pas parce qu'on a fait un BTS ou un bac en alternance qu'on peut, voilà, on peut toujours continuer, il y a toujours des passerelles, et c'est vraiment l'école de la vie, et c'est important pour nous, entrepreneurs, de connaître le terrain. Donc là, j'ai passé 1 année et demie sur le terrain. Voilà, c'est une formation par alternance. 1 à 2 semaines à Lille, 1 à 2 semaines. Donc du coup, là, j'ai intégré l'entreprise à Biarritz, l'entreprise Guichard. Et voilà, donc ça a été très enrichissant. Donc j'ai fait connaissance de toutes les équipes. Je basculais d'équipe en équipe. J'ai fait différents chantiers. Et au bout d'1 an et demi, je me rappelle, du jour au lendemain, je suis passé au bureau. Là, il y avait une grosse étude à préparer, et mon ancien, on va dire, responsable m'a sollicité pour préparer cet appel d'offres. C'était un appel d'offres à l'époque un petit peu novateur, puisque c'était la création d'un écoquartier à Saint-Jean-de-Luz, un gros écoquartier fait par l'Ibar-Ségurin, assez novateur, qui a fait beaucoup parler. Et donc il y avait un lot paysage, un lot VRD, un lot éclairage, un lot assainissement. Et c'était un petit peu la première fois que ça arrivait. L'entreprise qui devait être mandataire, qui devait être responsable de tout ça, c'était l'entreprise de paysage. Donc c'était une première chez nous. Donc voilà comment j'ai basculé du monde, on va dire, du monde de terrain au monde de bureau. Voilà, j'ai fini mes études en 2009-2010, plusieurs stages aussi, donc un stage en entreprise à Paris, un stage à l'étranger en Australie dans un bureau d'études, et un dernier stage en cabinet d'architecture et de paysage Mutabilis à Caen. Je crois que c'est les anciens ateliers à Caen. Ouais. Gilles Clément, et voilà, on était en train de réaliser un chantier sur la côte basque, le parc Issadia. Vous en avez peut-être entendu parler il y a 2 ans. C'est la forêt de Chiberta qui a brûlé en Glette. Et donc voilà, c'est un parc écologique qui avait été aménagé par le cabinet à Caen. Donc j'avais fait un petit stage d'un petit mois, un super souvenir à Paris, dans ce cabinet. Et tout ça m'a conforté que c'était vraiment le monde de l'entreprise, voilà, qui me correspondait le mieux. Du coup en 2010, j'ai été embauché à l'entreprise Guichard. Là, j'ai été responsable des études, donc je répondais aux appels d'offres conçus par les architectes paysagistes, et également je m'occupais de l'achat de végétaux. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné, donc j'ai eu la chance, avec mon ancien responsable, de visiter beaucoup de pépinières, et de connaître un petit peu le monde de la plante, le vaste monde de la plante, qui va de la petite plante en godet aux très gros arbres qu'on peut trouver en Allemagne. Voilà, des arbres extraordinaires, même si je pense qu'on aura peut-être le débat tout à l'heure. Est-ce que c'est judicieux de planter un arbre de grande taille? Donc voilà, vous m'entendez bien? Ouais. Bon. Donc voilà, j'ai fait 6-7 années en responsable bureau d'études. Je répondais aux appels d'offres, je m'occupais de l'achat des végétaux. Et puis voilà, je me rappellerai toute ma vie, le 3 janvier 2017, mon ancien responsable décide de quitter la maison Guichard. Et bon, voilà, donc après plusieurs discussions, j'en ai pris la direction. Donc aujourd'hui, ça fait 5 ans. Donc aujourd'hui, voilà, il y a plusieurs paramètres dans notre métier. Voilà, il y a le relationnel avec les maîtres d'ouvrage, il y a le relationnel avec vous, les architectes, les futurs architectes paysagistes, les pépinières, et puis bien sûr tout le personnel de l'entreprise. Donc toutes les questions de management qui de nos jours, voilà, sont de vraies questions. Il faut se remettre en question pour s'adapter à votre génération, voilà, donc qui a des nouvelles demandes, exigences, et à nous aussi de vous écouter,
pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc voilà, ça fait 5 ans. Aujourd'hui, je pense qu'on a la chance tous, là, acteurs du paysage, de faire un métier qui a de l'avenir, qui a beaucoup d'avenir. Voilà, on ne parle que de ça aujourd'hui. Sobriété, transition énergétique, désimperméabilisation des sols, îlots de fraîcheur. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui toutes les politiques sont tournées vers le vert. Donc voilà, il y aura, je pense, beaucoup de demandes. Il va falloir qu'on soit solidaires, parce que voilà, on travaille tous ensemble. On a un métier qui est passionnant, mais qui est complexe. Donc voilà, le végétal, c'est complexe. Les 2 derniers étés qu'on a passés, voilà, je pense qu'Isabelle en parlera. Voilà, ça remet un petit peu tout à plat. Hein. La palette végétale risque de fortement d'évoluer dans les prochaines années. Voilà, donc beaucoup de questions. Aujourd'hui, on n'a pas toutes les réponses. Donc ça, on en reparlera. Qu'est-ce que j'oublie ? Donc les paysagistes aujourd'hui, bon, le premier contact, c'est lors de l'appel d'offres. Vous préparez des dossiers. Donc avec un cahier des charges. Donc à nous derrière d'étudier. Donc des fois on a des questions, voilà, des questions techniques souvent, voilà, déjà de compréhension du projet. Donc c'est vrai que théoriquement, nous n'avons pas le droit de vous avoir en phase appel d'offres au téléphone. Ça c'est. Mais bon, après voilà, on peut poser des questions. Aujourd'hui, tout est dématérialisé, donc théoriquement, le premier échange est par voie dématérialisée. Donc on pose des questions pour bien comprendre votre projet. Donc ça c'est la première approche. Ce qui peut également arriver, c'est que voilà, quand on a des affinités avec certains architectes paysagistes, dès la phase conception, dès la phase préparation, il est possible que vous nous sollicitiez pour avoir des précisions techniques sur ce qui peut se trouver, ce qui peut se faire, comment. Voilà, des fois vous nous posez la question comment on peut arriver à tel objectif. Donc vous avez un objectif, à nous derrière de l'interpréter, de le comprendre pour le mettre en œuvre. Donc des fois c'est possible, des fois c'est pas possible, où il faut trouver des adaptations. Donc voilà, le premier échange il est là, et je pense qu'il est important qu'en phase préparation, conception, il y ait cet échange-là, que vous appeliez les pépinières sur leur disponibilité, ce qui peut se trouver ou pas. Voilà, vous avez vu telle variété, dans un jardin botanique, je voulais le mettre, mais bon, en fait, non, peut-être qu'il n'existe pas en pépinière, en culture. Donc je pense que c'est très important, en phase préparation de se rapprocher de tous les acteurs, Et voilà, Julien aussi en parlera, de se rapprocher des services techniques aussi. Aujourd'hui, il faut que les services techniques soient mis autour de la table dès la phase conception, puisque derrière c'est eux qui vont récupérer le projet, l'entretien. Donc c'est important qu'il y ait une compréhension du projet par les agents qui vont demain entretenir le jardin. Et s'ils sont impliqués dès l'origine, je pense qu'ils sauront mieux l'appréhender. Donc voilà les premiers contacts. Derrière, on répond aux appels d'offres. Si on a la chance d'être retenu, donc on fait connaissance toujours à la première réunion qui est toujours qui se passe. Donc c'est la première réunion qui se passe toujours bien. C'est là, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on est tous copains. Et voilà, c'est la présentation du projet. Souvent, on arrive un an après. Souvent, dans les projets, nous, on arrive. Il y a tous les travaux de VRD, de voirie. Et ça nous laisse le temps de préparer tout ça. Et derrière, on arrive. Donc il y a la préparation, il y a les différents échanges pour valider les produits. Donc voilà, ce sont tous les produits qu'on valide avec vous. Par des agréments de fourniture, les agréments de végétaux. Et puis derrière, c'est tout l'aspect chantier. Voilà, souvent nous avons, on va dire sur les gros projets, ce sont des réunions hebdomadaires où on se voit toutes les semaines pour faire un point sur l'évolution du chantier. Et
puis derrière, on continue à se voir ponctuellement pendant l'année de parfait achèvement, la garantie de reprise et les travaux d'entretien. Donc voilà, c'est souvent entre le premier jour où on répond à l'appel d'offres et la fin, il peut se passer 3, 4, 5, 6 ans. Voilà. Là, on est en train de terminer un chantier sur Biarritz. On a mis le premier coup de pelle en 2012. Voilà, c'est un écoquartier qui s'est fait en plusieurs phases, mais voilà, donc ça peut être long. Donc, vaut mieux bien commencer, vaut mieux bien s'entendre. Donc voilà les différents échanges. Je peux aller peut-être autre point. Je pense qu'après on reviendra pour qu'on a des questions. Très bien. Oui, donc bonjour, moi c'est Isabelle Bedbeder, pépiniériste pas loin d'ici à Mendionde, donc les pépinières Lafitte. Mon parcours, alors en fait il s'agit d'une entreprise familiale, donc contrairement à Chalbat, moi j'ai baigné dedans, j'étais dans le milieu agricole, mais moi dès toute petite, alors mes parents étaient, ma mère était paysagiste des PLG, elle a fait l'école de Versailles. Mon père était ingénieur horticole et ma tante était également ingénieure horticole, tous trois issus de l'école de Versailles. Et donc, dès l'âge de 9-10 ans, j'ai dit je veux être paysagiste, je veux dessiner des jardins comme ma maman. Et voilà. Dans mon parcours de formation, c'était un bac général, un bac scientifique. Après, j'ai fait un BTS pépinière espace vert. Et j'en ai eu marre de l'école, donc j'ai pas passé le concours de Versailles et j'ai dit je veux travailler à Paris, je veux gagner ma vie, je veux être indépendante, etc. Voilà. Donc je suis partie, j'ai travaillé à droite à gauche, j'ai une expérience qui m'a beaucoup marquée. J'ai passé 18 mois aux États-Unis dans différentes pépinières, plutôt des grosses pépinières. Puis j'ai fini dans une moyenne qui faisait aussi jardinerie et espace vert. Je suis revenue ici à la fin des années 80 et du coup j'ai travaillé en pépinière. J'ai commencé en pépinière comme commerciale et puis petit à petit j'ai pris des responsabilités. Donc j'ai dit c'était une entreprise familiale, donc c'est ma tante qui gérait l'entreprise et quand elle a pris la pépinière, puisqu'on a les deux volets, on a la pépinière et entreprise de création de jardin. Et donc j'ai repris la suite, moi, en 2002. Donc je suis gérante de la pépinière depuis 2002. Voilà pour mon parcours. Alors nous, on a une pépinière qu'on appelle généraliste. Ça veut dire qu'on fait de tout, depuis l'arbuste, l'arbre, le conifère, l'arbre fruitier, les plantes grimpantes, les rosiers, les plantes vivaces, mais pas en petits godets, en plantes un peu fortes. Et on est également ce qu'on appelle une pépinière d'élevage. Ça veut dire que aujourd'hui, si vous voulez, les pépinières, comme dans beaucoup de métiers, il y a différentes spécialisations. Donc aujourd'hui, on ne fait plus tout de A à Z comme il y a 50 ans. Du temps de mon grand-père, on faisait tout. On faisait la bouture, qu'on repiquait, etc. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les pépinières de multiplication, les multiplicateurs, qui font du jeune plant, qui en général ne font que ça, et qui les vendent à des pépinières d'élevage. Donc nous sommes une pépinière d'élevage, donc nous achetons des jeunes plants à d'autres pépiniéristes, à 90% on va dire français. Donc sur les principaux bassins de production qui sont la vallée de la Loire, Angers-Orléans, un peu la Bretagne, la Vendée, parce qu'on n'a pas de producteurs locaux. Mais si on en avait des locaux, on achèterait localement. C'est au Pays Basque une sensibilité qui date pas d'aujourd'hui. Je pense, certains appellent ça du chauvinisme, mais je pense que si le Pays Basque, c'était à la base une région pas très riche, et si on est là et qu'aujourd'hui on est un peu plus riche qu'on ne l'était il y a quelques années, c'est aussi parce qu'il y a cette solidarité entre entreprises et même au sein de la société. Les gens achètent quand même beaucoup localement, depuis toujours. On n'a pas attendu que ce soit à la mode. Voilà. Donc on fait tout ça. Et moi, ce que je voulais, quelque chose un message que je veux vraiment faire passer auprès de vous, c'est de vous dire que
Le végétal, c'est du vivant. Donc c'est vraiment un métier particulier, que ce soit la production, la plantation. Donc quand vous créez des jardins, c'est pareil. Il faut toujours avoir ça en tête. Le végétal, c'est du vivant. C'est pas poser des pavés autobloquants. C'est pas voilà. Ça c'est très très important. C'est du vivant. Et pour faire un arbre, comme vous aviez commencé à le dire, effectivement sur les espaces publics, on ne plante pas de jeunes arbres. On plante des arbres de moyen ou gros calibre. Donc pour un moyen calibre, c'est 10 ans, quoi. Donc ça, c'est une notion qui est très importante. Alors pourquoi c'est important? Mais parce que si demain vous faites de très gros projets avec beaucoup d'arbres, effectivement, il faut un peu s'assurer qu'ils existent quelque part dans une pépinière, dans une ou plusieurs pépinières. Et aujourd'hui, effectivement, alors on est très content parce que dans nos métiers, on a beaucoup souffert depuis 2008. Les 2/3 des entreprises ont disparu en France, il faut le savoir. En 2008, on était 11 000. Aujourd'hui, on n'est plus que 3 000 en pépinière et horticulteurs en France. Les survivants, on est là, mais on a quand même perdu un peu de notre panache, on va dire. Mon entreprise, on est toujours aussi nombreux. Moi, j'ai sauvé tous mes emplois, mais on ne produit plus autant parce qu'on n'avait plus les moyens de le faire, parce qu'on a beaucoup, beaucoup détruit. Parce que pendant des années, là, il ne s'est pas planté beaucoup d'arbres. Voilà, c'est comme ça. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça aussi que je parlais des jeunes plants et du temps. Il faut avoir, il faut avoir la notion de filière. C'est toute une filière. Donc aujourd'hui, si vous voulez des grosses quantités de végétaux, d'ailleurs des arbres ou même des arbustes, des fois on voit des listes qui sortent avec des quantités phénoménales, 10 000 Prunus lusitanica, je ne sais pas, enfin il y a des listes, 3 000 de ci, 4 000 de ça, etc. etc. Alors moi j'ai une entreprise de taille moyenne, vous la visiterez demain, il y a des entreprises beaucoup plus grosses que la mienne. Mais elles ne sont pas si nombreuses que ça, et même ces entreprises-là ne sont pas forcément en mesure de les fournir. Donc ça veut dire qu'il faut anticiper. Ça veut dire que si vous me dites demain, moi je suis capable de vous fournir 10 000 Prunus lusitanica, mais il faut me les commander peut-être 2 ans à l'avance. Parce que moi je vais devoir les commander à mon fournisseur de jeunes plants, qui lui-même ne les a pas là tout de suite en stock. Donc il va devoir bouturer. Donc il va y avoir toute une... En fait, c'est une contractualisation, c'est vraiment une filière, enfin tout un processus à mettre en route quand on est sur des grands dossiers. Alors voilà, ça c'est quelque chose pour lequel on milite nous dans la profession depuis longtemps, c'est le contrat de culture. Le contrat de culture, c'est penser en amont les projets pour dire dans 3 ans, en Glette, on va planter, ou dans 5 ans, on va planter une avenue. Où on va créer tel espace vert, il va nous falloir un certain nombre de végétaux, une grosse quantité de végétaux. Et ça, il faut pouvoir l'anticiper. Je sais que c'est pas facile, moi j'en parle régulièrement quand je rencontre des responsables comme vous, je leur en parle, je leur dis mais anticipez un peu. Et ils nous disent oui, mais si on change d'élu, ou si l'élu il change d'avis, ou etc. Je sais que c'est pas facile, mais ça, ce sont des notions qui sont très importantes. Voilà. Alors bon, je me disperse un peu, mais ça fait partie des choses que je voulais vous dire. Au niveau je me suis pris 3 notes, donc la notion de temps, la notion de cycle de production, les contraintes de notre métier en dehors alors c'est le temps qui passe, mais c'est aussi la météo. Donc la météo, vous voyez là aujourd'hui c'est un peu compliqué. Là, alors bon, cette année. Bon, les années sont toutes différentes, mais dans nos métiers, on le vit vraiment très très fortement. Donc par exemple, là, on a eu un été très dur, on a perdu des plantes, sécheresse, excès de chaleur, pardon. Et ensuite, on a eu une belle arrière-saison, très agréable, mais on n'a pas pu commencer à arracher nos végétaux, à honorer nos commandes. Donc il n'y a que 10 jours qu'on a commencé à arracher. Pourquoi? Parce que le sol était trop sec, on ne pouvait pas arracher. Donc on a pris beaucoup de retard. Maintenant, on a un excès d'eau. Donc il y a des parcelles où maintenant on ne peut plus arracher parce qu'il y a trop d'eau. J'ai des parcelles qui sont sous l'eau. Vous voyez, ce sont des contraintes. Alors pourquoi je vous le dis, c'est pas pour pleurnicher, mais c'est juste parce que ça veut dire que derrière, l'entreprise Guichard qui me commande des végétaux, je lui dis désolé, j'avais prévu de te livrer là, mais
Du coup, je peux plus, quoi. Et vous, peut-être derrière, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ces entreprises, qui ne tiennent pas les délais, quoi. Vous voyez, il y a vraiment toute une filière au sein de la production, mais après, dans la réalisation des chantiers, quoi. Puisque nous, ça va, c'est quand il faut dire aux élus que ça va pas. Ouais, voilà. Voilà, donc on a toutes ces contraintes-là. Bon, après, on a des contraintes qui vont vous amuser, mais aujourd'hui, c'est la prolifération du gibier. Donc, on a des dégâts de plus en plus importants avec tout ce qui est chevreuil. Maintenant, on a les sangliers maintenant, depuis quelques années, c'est très récent, mais on a les sangliers. Donc, alors les chevreuils, qu'est-ce qu'ils font? Ils broutent les jeunes arbres qu'on a plantés comme ça. Alors bon, je vous expliquerai demain les cycles plus en détail, évidemment, puisque vous êtes là demain. Ils vont brouter les plantes. Vous pouvez avoir des plantes qui, au bout de 10 ans, quand ils les aiment beaucoup, ben, ça fait des espèces de boules, des bonsaïs, quoi, au lieu de faire un arbre un arbre 20-25. Ils vont se frotter sur les arbres, parce qu'au printemps, ils ont des nouveaux bois qui sortent, qui sont couverts de duvet, ça les gêne. Hop, on se frotte sur les arbres, c'est pratique. Et puis l'arbre, ben, il a une blessure, c'est fini. C'est 5, 6, 7, 8 ans de travail qui sont fichus en l'air. Il est blessé, c'est invendable, c'est fini. Les sangliers, ben, eux, ils se frottent. Alors, ils adorent les conifères. Alors, ils se frottent sur les pins, et puis bon, ils écrasent tout. Hein, c'est fini. Ils grattent les racines. Ils grattent les racines et ils se frottent sur le feuillage. Voilà. Dans les contraintes aussi de nos métiers, la forte saisonnalité, tout ce qui est en pleine terre, ça se vend pendant le repos végétatif pour la plupart des végétaux. Ça veut dire de maintenant jusqu'à fin mars. Et ça veut dire que il faudrait qu'on triple nos effectifs et qu'on triple notre matériel pendant quelques semaines. Mais bon, ça c'est pas possible. Donc, si vous voulez, là, on est fin novembre. On a déjà fait un quart du chiffre d'affaires, alors qu'on a commencé l'exercice comptable il y a 1 mois et demi, quoi. Vous voyez, c'est juste pour vous brosser un petit tableau de la profession. Donc, je reviens sur le climat. Bon, la notion de changement climatique, en réalité, on la sent depuis une vingtaine d'années déjà. Des pertes de végétaux massives suite à des plantations. La première fois, je me souviens, c'était en 2002. On avait perdu 40% de nos plantations. Parce qu'il n'avait plu tout le printemps, qu'on n'avait pas pu rentrer dans les champs pour labourer, pour préparer les sols avant début mai. On a planté à la va-vite des végétaux. Et puis mi-mai, on a eu un fort épisode de chaleur. Et on a perdu 40% de nos plantes. Voilà. Ça vous brosse un peu un portrait. Bon, à part ça, on adore notre métier. On adore notre métier. C'est quand même un très beau métier parce que, je reviens à ce que j'ai dit en premier, on travaille avec du vivant. On commence avec un jeune plant qui a 2 ans, un petit bout de bâton comme ça, et puis on le vend après 1 ou 2 transplantations. Il peut faire un calibre comme ça, 25, 6-7 mètres de haut, c'est agréable. Bon, quand il fait beau, c'est très agréable aussi. Après, alors pour moi, par rapport à vous, quelque chose d'important, c'est la connaissance des végétaux. Je ne sais pas, je connais pas le contenu exact de vos formations, mais c'est la base. C'est la base. Il y a des années, on recevait régulièrement des stagiaires. On avait des stagiaires de l'École nationale supérieure du paysage de Versailles qui venaient en stage, c'était bien, ils venaient en fin d'été, ils faisaient des inventaires avec nous. Donc comme ça, ils voyaient un peu toute la pépinière, ils apprenaient les plantes. Mais ça peut être des stages en production aussi. Donc ça, même si c'est pas prévu dans vos formations, je vous incite vraiment vivement à faire des stages et pas juste 8 jours. Il faut faire au moins 1 mois, 2 mois, et si on peut plusieurs fois à différentes périodes de l'année, puisque en fonction des saisons, on fait pas du tout la même chose dans une pépinière. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc l'anticipation, j'en ai parlé. Le dialogue dans la filière, ça c'est essentiel, tu l'as déjà abordé. Ça, c'est vraiment essentiel. Et puis faire preuve d'ouverture d'esprit aussi.
parce que certains paysagistes sont très ouverts et d'autres le sont moins. Et donc, quand on veut la petite variété Acer platanoides, truc-muche, bidule, et qu'elle existe nulle part, c'est un peu bête parce qu'à côté, on en a 4 ou 5 autres variétés qui ressemblent beaucoup. Et certains sont très bornés et disent non, c'est ça que je veux et je veux pas autre chose parce que c'est ça qui est bien. Et si ça se trouve, cette chose-là, elle n'est pas du tout adaptée en plus ni au terroir ni au climat. Donc ça, c'est... Voilà. Et je pense que voilà, c'est toujours le dialogue. Dialoguer avec les producteurs, c'est la base. Avec les entreprises de paysage qui connaissent aussi très bien les végétaux et très bien leur métier. Et je dirais, nous, producteurs, on est ouverts pour vous recevoir même en amont de vos projets, pour échanger, parce que nous, on connaît notre terroir, on connaît nos terrains, on connaît notre climat. Et voilà, ça c'est quelque chose d'important. Et dernier point, donc par rapport à l'évolution de la palette, par rapport au changement climatique. Alors ça, c'est une problématique qui n'est pas simple du tout, parce que quand on dit changement climatique, tout le monde pense réchauffement. On dit toujours réchauffement, mais c'est pas que réchauffement. C'est en fait des excès en tous sens. Excès de chaleur, excès d'eau et excès de sécheresse. Donc ça veut dire que les végétaux, enfin, le maître mot, c'est la plasticité d'adaptation. C'est pas uniquement le chaud, le sec. Ça, c'est important. Et donc nous, pépiniéristes, ben, on y va doucement. Enfin, ça fait longtemps, on fait des tests régulièrement, mais on n'a pas de certitude encore. Et puis je ne sais pas si on en aura jamais d'ailleurs. Les scientifiques nous disent depuis des années le chêne commun, le Quercus robur, oublié, ça c'est fini. Dans 50 ans, il n'y en aura plus, etc. Bon, ici, c'est un arbre assez emblématique dans notre région. Qu'est-ce qu'on constate après un été comme celui-ci, et plus qu'un été, hein, parce qu'il a fait sec en réalité, c'est depuis le mois de janvier qu'il fait sec, hein, depuis presque un an. Hein. Et bien, on constate que les chênes, ben, ma foi, ils ont bien passé le cap, sauf sur certaines collines où il y a peu de profondeur de sol. Donc, je dirais, c'est la bonne plante au bon endroit, quoi. Oui, ou je veux dire, par rapport à un sol, enfin, il y a un ensemble de critères à analyser avant de faire un choix. Et donc pour moi, le Quercus robur, il n'est pas du tout condamné. C'est pas parce que je veux m'entêter à en produire, mais je ne suis pas sûre que ce soit une vérité scientifique. Je reviens toujours, on travaille avec du vivant, donc on a du mal à savoir vraiment ce qu'il faut choisir, quoi. Et donc pour moi, une des solutions, c'est bien analyser le contexte, et c'est aussi la diversité. Parce que si on est dans la diversité, je pense que peut-être on va se tromper sur une ou deux essences, mais à côté on en aura trouvé 3 ou 4 qui vont bien fonctionner. Bon, voilà pour un premier jet. Une pépinière d'élevage. Écoutez, je ne sais pas, c'est un terme que j'ai toujours, parce que c'est élever une plante. Depuis un jeune plant jusqu'à l'adulte, c'est un bébé jusqu'à l'âge adulte. Enfin adulte, c'est pas adulte encore, mais déjà un peu plus fini, quoi, ce qu'on appelle une plante finie. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Déjà, c'est très intéressant. Julien. Alors moi, je suis au bout de la chaîne de tout ça. Alors je vais me présenter. Je m'appelle Julien Boudou. Je suis dans le métier depuis 26 ans. J'ai commencé à 14 ans parce que j'adorais l'école. Donc mes parents en avaient marre de me voir rien faire à l'école, et moi il y a longtemps que je voulais être jardinier. Donc j'ai commencé en 4e au lycée horticole de la ville de Bordeaux, où j'ai appris qu'il n'existait plus. Elle a rejoint l'école de Blanquefort. Donc mon cursus scolaire est très simple. J'ai passé 6 ans à étudier le paysage dans tous les sens, donc aussi bien en fleurissement, dans les travaux des serres, pépinières et paysage. Voilà, donc c'était une formation assez complète. Donc 4e, 3e préparatoire, où on avait le choix du moins maintenant de se diriger soit vers la floriculture, soit la pépinière, soit le paysage. Je vais dire honnêtement, la floriculture, rester enfermé quand il fait 40 degrés, c'était pas mon truc. Voilà. La pépinière, c'est un chouette métier, mais c'est très très dur. Donc
Je vous encourage parce que c'est tellement compliqué comme métier, parce qu'il faut vraiment être passionné pour faire ces métiers-là. Je me suis donc dirigé vers les travaux paysagers. Ça a peut-être changé de nom, non depuis. On a eu le droit à JEV, on a eu le droit à plein de choses, donc en 26 ans, ça a bien évolué comme métier. Donc j'ai fait un BEP et un bac pro travaux paysagers. Donc c'est quelque chose... vous pouvez pas mentir dans ce métier. C'est soit vous aimez, soit vous aimez pas. Parce que les conditions climatiques font que c'est très difficile de se dire je veux travailler que quand il fait beau. On n'a pas de comment on appelle ça, d'intempéries comme le BTP. On est tout le temps dehors. J'ai jamais connu en 26 ans une entreprise me dire tu rentres chez toi aujourd'hui, tu peux pas travailler. Il y a toujours quelque chose à faire dans ce métier-là. Donc voilà. Donc au cours de cette formation, j'ai pu quelques mois avant l'examen de mon bac pro rejoindre une entreprise où je suis devenu responsable parquet jardin pour une société immobilière sur le bassin d'Arcachon. J'ai fait 1 an là-bas avec l'entretien de green de golf, de multitudes de choses. C'est quelque chose qui est très compliqué quand vous sortez du lycée, parce que même si vous faites beaucoup de pratiques au sein de la ville de Bordeaux et dans différentes régions, parce que pour connaître son métier dans le milieu du végétal et des espaces verts, il faut bouger. Si on reste au même endroit, on n'évolue pas. Donc j'ai beaucoup... me suis pas mal baladé, aussi bien en Angleterre que dans la France. Donc, et il faut être assez curieux. Voilà. C'est un métier qui demande beaucoup de curiosité, aussi bien dans le bois juste à côté de chez vous que dans un parc où vous partez en vacances. Même si je sais que des fois ça ennuie ma femme et mon gosse. Voilà. Mais voilà, c'est un métier de passion. Donc pendant 1 an, j'ai été donc responsable sur le bassin d'Arcachon. J'ai eu l'occasion de rejoindre les effectifs de la ville d'Anglet il y a maintenant de ça 20 ans. J'ai commencé comme tout le monde en bas. Voilà. Parce que je pars du principe que il faut apprendre depuis la base pour pouvoir évoluer. Au bout d'une douzaine d'années, j'ai eu la possibilité de passer des concours, parce que dans la fonction publique, ça fonctionne comme ça, vous passez des concours pour évoluer. Je suis donc devenu chef d'équipe de la partie, si certains connaissent Anglet, toute la partie Chiberta, place des Saint-Quentin, tous les endroits un peu guillemets select, chic. Voilà. Ça fait maintenant 7 ans que j'étais chef d'équipe. Je gérais entre 5 et 8 personnes. Et par mes emplois saisonniers durant mes études et durant une partie de ma carrière, j'ai fait pas mal d'élagage. Donc il y a une dizaine d'années de ça, je me suis dirigé vers la gestion de l'arbre en ville. Donc j'ai fait des formations à côté avec un monsieur qui s'appelle William Moore, qui est un spécialiste dans l'analyse visuelle et sanitaire des arbres. Donc il va même plus en profondeur que ce que je vais vous expliquer là. Voilà, donc il est capable de vous dire différentes réactions de l'arbre en fonction de sa mécanique. Puis donc depuis ces dernières années, voilà, je me lance plus dans l'arbre en ville, et depuis maintenant quelques mois, depuis septembre, je suis référent patrimoine arboré à la ville d'Anglet. Voilà. Donc ça consiste réellement à recenser tous les arbres de la collectivité. Voilà. De faire aussi un état des lieux sanitaires qui ne reste que visuel, parce que je ne suis pas expert. Et il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Nous, on a juste une première approche et on peut identifier certains problèmes. Pour vous donner un exemple, si vous faites expertiser tous vos arbres, c'est 600 € l'unité. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de faire des milliers et des milliers d'arbres. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même avoir quelques bases pour faire cette activité-là. Tout s'apprend. Faut pas avoir peur, tout s'apprend. Donc on s'est rencontrés aujourd'hui, en fait on est un peu là parce qu'on s'est rencontrés avec Chalbat et Marion lors d'une visite d'une pépinière en Allemagne pour choisir des arbres. Et j'ai eu l'opportunité d'être détaché de mon service pour aller là-bas. Et dans l'avion, on commençait à discuter et on s'est dit, mais on a plein de problèmes, que ce soit chez les pépiniéristes, chez les archis, chez les entreprises
et nous, à la fin, qui recevons tout fini, le chantier. Le problème, c'est que c'est très joli au moment de la livraison. Seulement, nous, on n'a pas les clés pour l'entretenir de la manière où vous le concevez. Donc, alors, soit par manque de personnel, ce qui est réel, mais aussi par manque de connaissances dans votre, votre réflexion. Moi, je vais avoir une sensibilité qui va être différente de la vôtre. Donc, vous voyez un projet d'une certaine manière, moi, je vais le voir d'une autre. Et je vais le voir version économie de temps. Donc, il faut être honnête. Aujourd'hui, le domaine public est de plus en plus amené à évoluer, mais les moyens ne sont pas forcément là. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi réfléchir. Créer, c'est bien, mais l'aménager, que ça soit quelque chose de facile à entretenir pour que ça reste dans la durée. Parce que je ne vous cache pas que... Alors, je crois que c'est 10 ans, là, on doit rester à peu près dans la forme générale. Mais souvent, bien avant, il y a des choses qui disparaissent. Voilà. Donc le but, c'est quand même de pérenniser votre projet. Mais si nous, on n'a pas les clés pour pouvoir l'emmener au plus loin de ce que vous avez pensé, ça va être très, très compliqué. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là. Et l'avantage, c'est qu'on a tous les acteurs du monde du paysage. Que ça va de l'archi à la pépinière, aux gens qui vont le mettre en œuvre et ceux qui entretiennent. Donc je trouve ça très très sympa. Voilà. Et alors la dernière petite chose, mais je pense qu'on va l'aborder après, Google Maps pour créer des projets, faut arrêter. Parce que, alors une petite histoire, il y a des archis qui ont fait le trambus sur Anglette et qui rejoint Biarritz, Bayonne. Au moment où ils ont dû faire les enrobés, ils se sont retrouvés bloqués par les arbres. Donc il fallait réduire les arbres. Tout ça parce que depuis le satellite, on voyait que ça passait. Donc c'est là où on se rend compte qu'il y a un gros problème avec certains archis. Alors, je peux comprendre qu'il y a certains archis qui habitent loin, comme à Paris ou des choses comme ça, mais rien ne vaut de vraiment s'imprégner de la zone et de vraiment au moins faire un tour d'horizon ou consulter les services qui vont plus tard l'entretenir. Ou même les entreprises, et pour le choix des arbres, aussi bien les pépinières, parce que même nous qui plantons des arbres, des fois on pose la question, est-ce que celui-là peut convenir? Parce que nous aussi on a des idées, on voit des choses ailleurs, et on se rend compte que des fois ça marche pas. Et si on posait juste la question aux pépiniéristes qui habitent à dans un périmètre d'une centaine de kilomètres, lui il nous aurait peut-être prévenu comme quoi ça marche pas. Donc voilà. Vous êtes en relation directe avec les élus ou pas? Alors normalement non. Mais normalement, dans la fonction publique, vous aviez une hiérarchie et il faut la respecter. C'est comme l'armée, entre guillemets. Seulement, il y a certains élus qui souhaitent aussi s'approcher des gens du terrain, ce qui peut être bien aussi, parce que ils entendent au plus près nos recommandations. Entendre, ça ne veut pas dire écouter. Okay. Mais au moins, voilà. Mais logiquement, on n'a pas de relation sur les chantiers avec eux, ou très peu. Voilà. C'est surtout au moment des projets où c'est des porteurs de projets comme les bureaux d'études qui s'occupent de ça, plus que nous personnellement. Voilà. Donc en fait, sur la capacité d'entretien, ça. Non. En fait, ce qui compte pour eux, c'est un prix et une image. Voilà. Ça paraît très joli, mais des fois, c'est impossible à faire ou à entretenir. Alors, je dis pas que ça reste... C'est un métier où moi, je me souviens, à l'époque, on plantait dans les lotissements, on plantait dans un jardin qui faisait 200-300 mètres carrés, on plantait un magnifique sol pleureur. Et on se rendait compte que 10 ans après, toutes les canalisations de les maisons étaient bouchées, le sol pleureur était monstrueux, on voyait plus de soleil. Voilà. En fait, c'était comme ça, le paysage. Aujourd'hui, on a le choix de choisir d'autres végétaux qui s'adaptent mieux au sol, mieux aux situations, et qui a un effet... alors, c'est tout bête, mais ça sert à rien de planter 4 arbres qui vont rester tout petits. Il vaut mieux en planter un beau, ou un jeune mais qui deviendra beau, que faire, on va dire, des champs de poireaux, quoi.
Voilà. Ça, par contre, oui. Et... Alors, des gens très charmants, pour la plupart. D'autres un peu moins. Parce que malheureusement, on a 2 humoristes qui ont bien caricaturé notre métier, aussi bien dans la fonction publique. Donc, je vous passe les noms de ces gens-là. Ça existait. Honnêtement, je vous le dis, ça existait. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. Celui qui poussait le préposé, la brouette ou le râteau, ça n'existe plus. Tout le monde fait tout. Voilà. Bon, ça va être à vous, messieurs, dames. C'est qui commence. Allez. Tu te présentes, tu donnes ton prénom. D'accord. Donc du coup, moi, c'est Noémie. Et ma question, c'était plus par rapport au travail en pépinière. Du coup, à cause de la sécheresse et de la croissance des végétaux a été retardée, du coup, d'une année. Et donc, ma question, c'était qu'est-ce que vous avez mis en place pour répondre aux appels d'offres d'aujourd'hui et comment vous faites pour gérer cette crise? Est-ce que tu es sûr de ta question? Bon, on va avoir la réponse. Non, je suis pas sûre du coup. Enfin, oui, alors, j'ai pas bien compris l'articulation entre les 2 parties de la question. Ils ont eu l'intervention d'une paysagiste, c'était il y a 15 jours, 3 semaines, qui leur a expliqué un peu l'expérience qu'elle avait avec les pépinières charentaises de mémoire, hein, c'est ça. Et en fait, aux pépinières charentaises, le constat qu'ils ont fait là, c'est que cette année, les végétaux avaient perdu une année de croissance. Ah oui. Voilà. Et donc, du coup, la question qui se posait, c'est comment réagir par rapport à cette situation. Est-ce que du coup, la question de Noémie, je pense que c'est ça, c'est est-ce que vous avez mis en place quelque chose, vous, pour essayer de pallier justement à ce manque d'une année complète de croissance des végétaux? Et est-ce qu'il y a quelque chose à faire, en fait? Oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Je réponds par une autre question. Alors, bon, déjà, par rapport, avant même l'aspect commercial, il y a l'aspect sauver nos plantes. Alors ici, on a un climat habituellement humide. D'une part, d'autre part, on n'a pas de possibilité, de toute façon, on n'a pas de possibilité d'arrosage sur nos parcelles en pleine terre parce qu'il n'y a pas d'eau en sous-sol de toute façon, donc on n'a pas de forage, on n'a pas d'eau. On a souvent un ruisseau, une rivière qui passe à proximité, mais des années comme ça, on n'a pas le droit de toute façon de prélever. Donc la préoccupation première cet été, c'était de sauver les plantations de l'année, tous les petits bébés qu'on a mis en terre ce printemps. Donc là, c'est de la débrouille, ça peut paraître du bricolage, mais comme on n'a pas de système d'irrigation, on a tout simplement une tonne à lisier. Nous, on appelle ça une tonne à eau parce qu'on s'en sert tout simplement pour arroser. On a une grosse tonne à eau qu'on a depuis longtemps, sur laquelle on a adapté des sorties avec 3 tuyaux. Et c'est comme vous ou moi dans mon jardin, c'est plante à plante au tuyau. On arrose pour limiter les dégâts et malgré tout, on a perdu des plantes. Et ensuite, oui, par rapport au manque de croissance, alors c'est cette année, mais ça peut arriver d'autres années aussi. Dans le genre de calamité, on a aussi perdu beaucoup de plantes avec un gel tardif au mois d'avril, qui n'est pas coutumier de notre région. Les plantes, elles sont mortes. On n'y peut rien. On n'a pas les tailles demandées, on les a pas. Donc soit on propose autre chose, soit on se rapproche de nos excellents confrères les pépinières charentaises pour savoir s'ils en ont. Et inversement, eux se rapprochent de nous. Enfin, mais peut-être qu'ils ont des choses que j'ai pas, et on essaie de consulter des confrères, mais sinon on se contente de proposer ce que l'on a, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et pour rebondir, aujourd'hui, voilà, c'est un moment important quand, voilà, dans la phase d'un chantier, c'est quand on va marquer les végétaux en pépinière avec les pépiniéristes, chez les pépiniéristes, avec le maître d'ouvrage et les entreprises. Voilà, il y a la théorie, il y avait le projet, avec des essences, des tailles.
j'ai pas fait un marquage en pépinière où on a marqué scrupuleusement ce qui était prévu au marché. Donc, et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Après, bon, voilà, il y a la réalité, il faut répondre à un cahier des charges, mais quand on va derrière marquer les végétaux en pépinière, souvent, ben voilà, il y a des petits coups de cœur, hein, et puis voilà, donc on s'adapte aussi. Vous aviez prévu peut-être telle plante, voilà, en 18-20, la pépinière ne l'a pas ou elle l'a, mais bon, vous l'imaginez différemment. Vous avez vu dans la parcelle voisine une autre plante, et donc voilà, c'est de l'adaptation. Donc voilà, il faut s'adapter en fonction des disponibles. Oui. Bonjour. Moi, j'avais une question aussi pour Madame Bette-Bédé. Du coup, je voulais savoir si vous, en tant que pépiniériste, vous aviez un regard sur les projets qui étaient faits par les paysagistes, et si, quand par exemple les paysagistes viennent faire des visites dans la pépinière, est-ce que par exemple est-ce que c'est votre rôle de donner par exemple des conseils sur l'entretien, la gestion quand les plants vont être plantés, etc. Ou est-ce que c'est plus une visite qui se fait comme ça, mais est-ce que vous avez un regard, on va dire, sur les projets? C'est un peu ça la question. Bon, bonjour. Bonjour Titouan. Alors, en réalité, on n'a pas tant... Enfin, on a quand même des visites, mais on n'en a pas tant que ça. On en a, à vrai dire, pas beaucoup. On a plus de visites de confrères pépiniéristes que de concepteurs paysagistes. Ou de villes aussi. On a quand même pas mal de villes qui viennent, bon, notamment toutes celles avec lesquelles on travaille, qui viennent nous voir. Les paysagistes, c'est beaucoup plus rare. Alors, souvent, quand ils viennent, c'est dans le contexte d'un marquage. Ils sont souvent un peu pressés. Donc, il n'y a pas tant d'échanges que ça. Après, nous, on est prêts à échanger. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Donc, il y a des fois où on va essayer de dire non, ça, c'est peut-être pas l'idéal. Ce serait peut-être mieux de planter dans le contexte de votre projet, tel endroit, tel climat, tel sol. Il faudrait mieux peut-être basculer sur autre chose. On peut être amené à le dire. C'est souvent un peu délicat parce qu'il y a des susceptibilités aménagées aussi quand même. Le concepteur, il est content de ce qu'il a fait. Mais bon, si c'est vraiment tout faux, on va le dire. Hein, ça, c'est sûr. Souvent, les entreprises qui vont planter derrière aussi le disent. Souvent. Voilà. Après, on a quelques rares paysagistes, vraiment des passionnés, qui viennent très en amont. Il y en a, et là, c'est super intéressant. Parce que là, on fait une visite, on échange. Puis des fois, ils viennent, ils n'ont même pas un projet, mais où ils savent que potentiellement, ils vont travailler sur telle commune, tel secteur, tel projet, mais ils viennent faire vraiment un tour général, on prend le temps, on échange. Là, c'est super intéressant. Et pour nous aussi, parce que nous, on peut se connaître aussi les attentes. Il faut, quand je dis il faut du temps pour faire des plantes, il faut aussi se rendre compte que c'est une énorme prise de risque. Parce qu'aujourd'hui, je vais acheter les jeunes plants que je vais mettre en culture. Alors, bon, on a parlé beaucoup des arbres, il y a des cycles de culture plus courts, c'est tout ce qui est plante en pot, où on est sur des cycles de culture de 1 an. Mais ça fait rien. Quand je vais mettre en place une culture d'arbres, c'est pour la vendre dans 5, 6, 7 ans, 10 ans. Et donc, je vais acheter des plantes, je vais acheter des tuteurs, de l'engrais, j'ai du matériel, des tracteurs, je vais payer des gens, etc. Il y a une énorme mise de fonds pour, au final, en général, on détruit, ça peut aller jusqu'à 50% d'une production. Mais en moyenne, c'est 30, hein, ça, c'est minimum. C'est un crève-cœur, je peux vous dire. Vous avez travaillé, vous avez formé un arbre, et puis à un moment donné, il s'est pas vendu, il a trop poussé. Et puis personne n'en veut, on est bien obligé de le détruire. Et en plus, ça nous recoûte de l'argent. Alors, on détruit le travail, c'est du gaspillage d'argent. C'est vraiment pas satisfaisant, ni pour moi, ni pour les ouvriers qui ont mis tout leur amour quelque part quand même dans leur travail, parce qu'il y a une vraie conscience professionnelle, il y a un vrai amour du métier. Donc voilà, il existe des échanges, mais pas suffisamment à mon goût. Et donc pour nous, tout ça pour dire que si les paysagistes viennent et disent « Ouais, demain, moi, je suis à fond sur le gleditchia, je suis à fond sur ça, ou je pense, je veux planter ça, ça et ça », moi, ça m'intéresse de le savoir, parce que je me dis « Tiens, il faut que je produise plus de gleditchia ».
Et puis je vais présenter je montre tout ce qu'on fait, puis je vois bien, ah bah non, ça plaît à personne, quoi, ça accroche pas. Je me dis, bon, tu peux peut-être arrêter là-dessus, ça n'intéresse personne. Voilà, les échanges, c'est primordial. Bonjour, Valerio, enchanté. Ma question, ça allait être, enfin, justement, j'allais poser la question des modes, justement des tendances un peu, parce que c'est pas forcément le temps du végétal aussi qui est pareil. Et puis l'autre, c'était sur plutôt pour les entreprises et peut-être la ville aussi, services techniques, sur la question des coûts actuels, un peu les coûts des matériaux et comment est-ce que ça on gère après sur le chantier. Si vous avez vous trouvez des solutions. Alors les modes, effectivement, on subit des modes. Et je dis bien on subit, parce qu'on essaie d'être à l'initiative, mais ça marche pas. on est sur du trop long terme. Et donc certaines années, tout le monde veut, là je parle de choses peut-être il y a 10 ans, tout le monde veut du frêne. Alors j'ai pas assez de frêne, mais tous mes confrères, tout le monde, t'as du frêne, non, plus personne n'a de frêne, on a été ratiboisé, on n'a plus de frêne, bon. Et puis on se dit tiens on va en planter, hop, l'année suivante on plante un maximum de frênes, c'est un mode. Puis l'année suivante c'est fini le frêne, c'est passé à la serre campestris et on sait pas pourquoi. Alors là je sais pas, il y a des phénomènes qu'on n'explique pas. On se dit qu'est-ce qu'ils ont tous les paysagistes, ils se parlent pas pourtant, ils sont chacun dans leur coin, mais tous ils veulent du frêne en même temps et tous ils veulent. Enfin, je sais pas. Voilà, il y a des phénomènes comme ça, on sait pas. Après, voilà, quand on fait nos choix de mise en culture, alors en général c'est au mois de juillet là qu'on a terminé la saison, on se réunit, les responsables de production, les commerciaux, on prend nos stades de vente là sur 2-3 ans. On se dit tiens, tous les appels d'offres qu'on a vu passer cet hiver, qu'est-ce qui ressortait le plus? Et puis on se dit tiens, puis après il y a les critères changement climatique, il y a les critères les jardins sont de plus en plus petits, il y a les critères je veux me cacher du voisin donc il faut de l'arbre persistant. Voilà, on essaie, et puis c'est une grande partie d'intuition. Bon, il y a les faits objectifs, les stades de vente. Bon, il y a des plantes, on sait qu'en moyenne sur 10 ans, c'est à peu près temps qu'on vend de telle plante. Et puis c'est sentir l'air du temps, quoi. Voilà, mais c'est vraiment c'est un mix de tout ça. Et bon, heureusement, on se trompe pas tout le temps. Si, bien sûr. Après, on va visiter nos principaux clients, surtout les collectivités, parce que les collectivités, mine de rien, quand elles font de belles réalisations, quand elles ont un beau rond-point, ça plaît. Et les gens, ils reviennent, ils disent ah, je veux ce qu'il y avait sur le rond-point Anglette et sur le rond-point Saint-Léon à Bayonne, et c'est quoi ça, etc. Et des fois, les techniciens disaient allez chez Lafitte. C'est vrai. Voilà. Mais alors, dans mon entreprise, on fait partie d'une société d'édition. Enfin, aujourd'hui, c'est une société d'édition. Quand ça a été créé, c'était en 1975. C'était un syndicat de pépiniéristes qui s'appelle SAFO. Et c'est Syndicat d'amélioration des plantes horticoles et ornementales. Donc, ça avait été créé à l'époque pour trouver des nouvelles plantes résistantes à un certain nombre de maladies. Donc nous financions des programmes de recherche auprès de l'INRA d'Angers. Et donc ça nous a permis de trouver par exemple le Malus Everest, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un pommier à fleurs qui résiste notamment à la maladie de la tavelure, mais qui aujourd'hui est un énorme succès commercial parce que non seulement ça résiste à la tavelure, mais c'est très florifère. Et du coup, c'est un arbre qui est utilisé en culture fruitière comme pollinisateur dans les vergers de pommes, par exemple. Toute la gamme des forsythias rampants, là, c'est plus des recherches sur des nouveaux usages, de dire on a besoin de plantes rampantes, mais ça, c'est issu de cette recherche-là. Donc mon entreprise fait partie de ce groupe-là. Depuis 1975, on a financé différents programmes de recherche. Les hommes résistants à la graphiose, par exemple, c'est pareil, ça a été obtenu grâce à ces programmes de recherche-là que nous avons financés. Et aujourd'hui, SAFO est également éditeur, c'est-à-dire que
Moi, aujourd'hui, Pépinière Lafitte ou mon voisin, on trouve une plante qu'on trouve super, on fait des hybridations, on a des nouvelles variétés, mais à mon petit niveau, j'ai pas les moyens de la vendre toute seule, de la multiplier, de la diffuser en grande quantité. Donc je peux la confier à cette société d'édition, qui elle, au sein de cette société-là, il y a un club, il y a tous les principaux multiplicateurs de France qui vont pouvoir multiplier en grande quantité et faire justement de la publicité, de la promotion pour ces plantes-là. Je vous invite à aller voir le site SAPHO. Ça s'écrit S-A-P-H-O. Et on a même une newsletter maintenant où on essaie de parler de problématiques actuelles. Et évidemment, on parle aussi de ce qu'on a mis en place en face pour y répondre. Pour la deuxième question sur l'augmentation du coût des matériaux, vaste question, parce que souvent quand on répond à un appel d'offres et qu'on intervient, des fois il peut se passer 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc là c'est très complexe. Il existe des mécanismes dans les marchés, voilà, des révisions de prix, des actualisations de prix. Sur certains types de marchés, notamment privés avec des promoteurs, il est bien stipulé que c'est non actualisable et non révisable. Donc aujourd'hui, voilà, je vous cache pas que c'est peut-être la première page qu'on regarde quand il y a un appel d'offres. C'est voilà, quel mécanisme. Et je vous cache pas qu'aujourd'hui, certains promoteurs, on ne répond pas, puisque voilà, c'est pas actualisable, pas révisable. Moi, voilà, quand on répond à un appel d'offres, il y a de la stratégie, il y a des prises de risques. Mais moi, je sais pas demain qu'est-ce qui va se passer. Donc, on a un petit peu de boulot, donc on peut se permettre de tenir. Et voilà, on essaie de tenir ça au niveau de la profession. C'est des débats qu'on a entre confrères. Voilà, donc je fais partie aussi de la Fédération des entreprises de paysage, l'UNEP. Donc là, on se retrouve avec tous les confrères. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on se réunit, c'est le débat, c'est le sujet principal, c'est l'augmentation des matériaux, comment l'impact. Donc on est tous d'accord pour dire oui, remontons nos prix, mais voilà, il suffit qu'il y ait le voisin d'à côté, il se dit ben non, moi je le remonte un petit peu moins, on perd l'affaire. Donc c'est très complexe. Voilà, c'est des débats qu'on a là au niveau de la profession, et je pense que voilà, on est assez solidaire, donc ça joue le jeu, et c'est la première fois que ça arrive dans nos métiers. Il y a eu des marchés infructueux, il y a eu des lots infructueux, c'est-à-dire qu'on était au-dessus des estimations, parce qu'à partir du jour où vous avez fait vous les estimations, voilà, des fois ça peut traîner un petit peu, l'appel d'offres met du temps à sortir, certains maîtres d'ouvrage peuvent mettre 6 mois, 8 mois. Alors vous avez terminé votre projet, vous êtes basé sur les notions de prix qu'on vous a données, mais quand l'appel d'offres sort 6 mois, 8 mois après, que vous n'y êtes pour rien, c'est le service des marchés qui est débordé, qui ne sort pas, ben en 6, 8 mois, il se passe beaucoup de choses, augmentation de 10%, 20%, 30%, et du coup, les entreprises ont forcément actualisé leurs prix, ben voilà, on est hors estime. Du coup, ben voilà, on relance le marché. Donc, à vous de retravailler derrière pour essayer de trouver des optimisations. Donc voilà, c'est un sujet très 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 complexe, mais là on y est, et on se pose la question tous les jours, comment chiffrer. Et il y a une grosse prise de risque, ça c'est évident. Je vais juste finir par rapport à la fonction publique. Moi, je vais parler plus des travaux en régie uniquement faits par les employés municipaux, parce que là, on ne dépend pas de ces marchés-là. Aujourd'hui, pour nous, on a un budget qui est établi à l'année. Voilà, donc avec un côté investissement et un côté fonctionnement. Donc suivant ce que vous achetez, ben, soit c'est du fonctionnement, soit c'est de l'investissement. Alors je rentrerai pas dans les détails, c'est trop complexe, même pour moi. Mais pour vous dire, cette année, on est obligé d'attendre pour faire les commandes des végétaux à partir de janvier, parce que financièrement, tout a explosé. Un petit exemple que de prix que mes collègues ont fait ramener, m'ont fait remonter par rapport à des grilles d'avaloir, elles ont pris 300 €. Donc quand vous faites votre premier devis, vous dites il y en a pour 700, ben là vous passez à 1000.
Donc quand il y a un, ça va. Quand il y en a 30, c'est pas le même prix à la fin. Voilà. Non, c'était pour demander, dans les groupements de concours, des fois il y en a, mais est-ce qu'en interne, vous, avec l'entreprise, vous avez un économiste, par exemple, ou Non, un économiste, non, c'est compliqué, mais c'est, voilà, au niveau de la fédération, voilà, l'UNEP, l'Union nationale des entreprises de paysage, voilà, c'est un syndicat fort, et voilà, il y a des gens qui travaillent pour nous. Alors on cotise, toutes les entreprises on cotise, et donc voilà, il y a toutes les spécialités, il y a des juristes, il y a des économistes, et donc voilà, donc derrière on a des newsletters qui redescendent au niveau des entreprises avec des conseils. Donc voilà, et après aujourd'hui, ce qu'on fait, parce qu'on peut se le permettre, mais tout le monde ne peut pas le faire. Voilà, on est une vieille entreprise, donc voilà, on peut se le permettre, on fait du stock. Donc aujourd'hui, au lieu de commander 300 tuteurs, on va en commander 800, parce qu'on peut se le permettre. Mais le jeune entrepreneur qui démarre, pour lui, c'est compliqué. Donc voilà, il existe plusieurs leviers, mais voilà, c'est un contexte particulier. Bonsoir, Céline. Moi, je me demandais, vis-à-vis des pépinières, quels sont vos rapports avec les insectes? Est-ce que c'est une préoccupation? Est-ce que vous êtes en lutte avec certains insectes? Et si oui, comment vous luttez? Voilà, merci. Alors, sur la protection des végétaux, on est sur une approche de protection biologique intégrée depuis très longtemps, je ne saurais pas dire, largement plus de 10 ans. Sur la partie pleine terre, on ne fait rien, absolument rien, on ne traite pas, il n'y a pas de protection biologique intégrée, parce que les problèmes, il n'y a pas de problème vraiment important. Si vous avez quelques feuilles mangées par une chenille, si vous avez quelques pucerons, bon, le puceron, une forte attaque de pucerons sur des fruitiers au printemps peut poser problème. Mais globalement, ici, je parle pour nous, mais on est dans un environnement, on a une pépinière avec des parcelles très dispersées déjà. On est presque partout en zone Natura 2000, c'est-à-dire avec un environnement assez naturel, on laisse nos haies naturelles, donc je pense qu'il y a pas mal d'auxiliaires autour, on n'a pas de grosses problématiques sur la partie pleine terre. Sur la partie hors sol, là on a une densité de végétaux qui est beaucoup plus importante, donc là vous pouvez avoir des problèmes, donc là on fait de la PBI, sur un certain nombre, pour lutter contre un certain nombre de parasites, donc pucerons, trips, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Bon, ça essentiellement. Et surtout sous serre. Sous serre, bon, l'avantage de la serre, c'est que les végétaux ils poussent plus vite, ça c'est intéressant. Mais les parasites aussi se trouvent très très bien sous serre. Ils se développent plus vite et ça peut prendre des proportions plus importantes. Mais bon, on traite ça uniquement avec de la PBI. Je crois qu'on n'a pas fait de traitement chimique depuis au moins 4-5 ans. Voilà. Pardon, tout le monde sait ce que c'est la PBI, vous faites. Non, excusez-moi, il faut le dire. PBI, c'est protection biologique intégrée. Donc ça veut dire que pour lutter contre des pucerons, on va lâcher. Bon, alors ce que tout le monde connaît, c'est la coccinelle, enfin des larves de coccinelle, mais en réalité, on va pas utiliser la coccinelle parce que c'est très cher. Et on a un insecte qui est le chrysope, donc la larve de chrysope qui est tout aussi efficace, par exemple. Sur le trips, j'ai plus en tête. Il y a des punaises qui servent à lutter contre le trips. Sur les cochenilles, là, on a des coccinelles. Voilà. On va mettre en place aussi des réservoirs pour nourrir tous ces auxiliaires. C'est-à-dire qu'en plus des haies qui environnent la pépinière, vous verrez demain, on a des bacs où on cultive on a semé des mélanges de plantes spontanées très riches en pollen qui nourrissent les auxiliaires. Voilà. Bonsoir, Elma. J'aurais une question pour Monsieur Baudot.
Vous avez évoqué le bassin d'Arcachon oui. et vous avez dit que en fait vous avez vu le paysage dans tous ses états depuis que vous avez 14 ans et vous avez dit aussi que vous pensez le projet d'une façon différente. Alors ma question c'est le bassin d'Arcachon est connu comme un site en perpétuel mouvement et comment pensez-vous projet côté paysage sur un terrain, un contexte comme celui-là? Je précise que les étudiants sont en train de faire un atelier de projet sur le bassin d'Arcachon. Ça explique. Vous êtes meilleur que moi alors. Alors, le bassin d'Arcachon, il y a un problème qui est très simple, c'est que la dune est quelque chose qui avance énormément. Donc il y a plusieurs choses qui ont été mises en place depuis plusieurs années avec le système d'abattage d'arbres enfin d'arbres morts, je précise bien, des branchages pour bloquer la dune. Le seul problème, c'est que là, avec les incendies qu'il y a eu, ça va être très compliqué, sachant que quand vous devez replanter, vous pouvez pas replanter de suite. C'est le cas qu'on a actuellement sur Anglette avec sur une forêt d'à peu près 200 hectares, il y a 160 ou 170 qui ont brûlé. L'étude a duré quand même 2 ans pour savoir qu'est-ce qu'on mettait, donc c'est un peu le même principe, hein, je fais un parallèle. L'étude a duré quasi 2 ans pour savoir qu'est-ce qu'on plante et pourquoi, sachant que sous la dune, il y a énormément d'eau. Voilà. On pense toujours que c'est un milieu aride, désert, mais il y a énormément d'eau. Donc nous, par rapport à Anglette, on a fait des choix de mélange de pin maritime, parce qu'on est quand même obligé d'absorber les nappes phréatiques qui ont un trop-plein du fait du manque de pin. Parce que, alors de tête, j'ai plus la consommation d'un pin, mais si vous allez faire une recherche sur Google, c'est énorme. C'est un des arbres qui pompe le plus d'eau. Et sachant que vous êtes obligé de... Alors, pour imager, le pin, c'est un château de cartes. Si vous avez du vent, il tombe. Parce qu'en fait, il a une tellement prise au vent du fait de sa hauteur que le système racinaire n'est pas assez ancré et permet pas de tenir, en plus si c'est du sable. Donc pendant des années, alors je vais faire... Ça va être un petit truc contre la déforestation, entre guillemets. En fait, les parcelles étaient protégées par donc vous aviez de chaque côté de chemin ou des fossés et des feuillus. Alors ces feuillus permettaient de stabiliser et le fossé, déjà, et deuxièmement, permettaient de faire un écran de vent. Et malheureusement, pour des questions de chauffage, même de production de pain, parce que le pain sur tout ce qui est les Landes et le bassin d'Arcachon rapporte énormément d'argent aux sylviculteurs. Donc c'est une forêt de production, hein. C'est pas une forêt pour la plupart comme vous allez du côté de Limoges ou des choses comme ça, des forêts domaniales qui sont gérées par l'ONF et par l'État. Là c'est beaucoup de producteurs. Donc en fait, ils attendent 40 ans ou 60 ans pour certains, donc 1 ou 2 générations pour récupérer les fruits de leur plantation. Et en fait, pour gagner en espace, on a supprimé, ils ont supprimé toutes ces parties-là. Et donc aujourd'hui, si on se retrouve avec des arbres qui, depuis 99, où il y a eu les premières tempêtes, ont commencé à réduire les quantités de pain. Donc avec des reproductions, on a dû reproduire du pain à grande plantation. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec ce manque d'arbres en bordure et également pour favoriser la production, on a supprimé aussi ces pare-feux qui ont été de manque pendant les incendies. Un exemple sur Anglette, vous aviez des pare-feux. Un pare-feu, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il ne faut pas que les arbres se touchent et pour éviter qu'il y ait une prolifération du feu. Le problème, c'est que la gestion aujourd'hui, alors c'est un peu contre les écolos entre guillemets, mais une forêt doit se gérer. C'est pas un espace naturel laissé à l'abandon. Il faut quand même entretenir les broussailles, les choses comme ça. À défaut, pour un exemple, beaucoup des parcs sur Anglette, eux, étaient des forêts qui sont devenues des parcs. Et on a un inconvénient aujourd'hui, c'est le scolite. Pas le scolite, pardon, le capricorne.
Scolyte, c'est sur le pin. Le Capricorne, en fait, dans ces forêts-là, vous aviez un peu de ronces et ça a empêché en fait la dissémination de ces insectes. Et aujourd'hui, vu que les parcs sont complètement propres, vous n'avez plus une feuille au sol, plus une broussaille, et bien en fait, ça se dissémine de plus en plus. Donc c'est pour ça qu'on a des problèmes de Capricorne. Donc voilà. Pour résumer, en fait, le problème, c'est que ça va être très compliqué de replanter ces zones-là. D'un, parce que c'est beaucoup de lieux privés. Et deuxièmement, ça va être de la production pure et dure. Donc il y aura pas forcément cette étude de choisir des arbres feuillus qui viendront servir de coupe-vent en fait. Un petit exemple, c'était il y a eu un gros coup de vent au mois d'août sur Anglette. Des pins sont tombés comme ça. C'est pour ça qu'on a fermé quasiment 2 ans la forêt aux accès pour les piétons, parce qu'on sait très bien qu'un arbre peut tomber du jour au lendemain avec un simple coup de vent, quoi, du moment qu'ils sont affaiblis. Est-ce que j'ai répondu à ta question? C'est bon? Ça va. Autre question? Vous n'êtes pas très bavard. Heureusement qu'on vous a demandé. Vous aviez 3 heures pour préparer vos questions. Est-ce que chez les enseignants, il y a des remarques, des questions? Rebonsoir, pardon. Est-ce que vous pourriez revenir collectivement sur cette question du contrat de culture? Comment est-ce que vous l'envisagez? Nous le décrire un petit peu, parce que j'ai l'impression que c'est un outil auquel vous avez déjà pas mal réfléchi. Comment est-ce que vous l'envisagez? Quelles sont les personnes impliquées? Sur quelle temporalité, etc. Et du coup, ce que je sous-entends par cette question, c'est, à votre avis, comment est-ce qu'on pourrait réussir à faire atterrir ce genre de dispositif, notamment dans la planification? Est-ce que c'est ça qui pourrait aider à faire atterrir cette idée, ce dispositif, et en faire quelque chose d'opérant? Donc voilà. Est-ce que peut-être collectivement, vous pourriez revenir dessus? Toi, Marion? En fait, c'est vrai que ça paraît compliqué quand on le dit comme ça par rapport à l'enchaînement des temporalités. Mais moi, quand même, j'ai fait énormément de projets d'urbanisme. Donc des projets qui effectivement se concevaient sur 3 ans, 3 ans d'études. Et a priori, je me dis que jamais on s'est mis ça en tête, jamais ça a été un sujet dans ce travail d'urbanisme. Donc quand je dis de plan d'urbanisme, juste comme ça peut être de dessiner un quartier, de programmer un quartier, ça peut être un plan guide pour des collectivités, etc. Donc c'est vrai que dans la mesure où cette question pourrait être essentielle et venir en amont, ça serait intéressant qu'on puisse, je dirais, dans la méthodologie de projet, le placer comme déjà une priorité, comme une trame. Moi, ça me servirait bien parce que commencer le projet par faire une trame, une structure végétale, avant de faire le plein bâti ou les choses comme ça, je trouve que ça serait idéal. Oui, pour compléter, voilà, je pense que c'est quelque chose qui doit être, pour nous, entreprise, voilà, appréhender dès la phase appel d'offres et voilà, être en relation avec la pépinière. Il y a même avant, et voilà, nous, entreprise, en phase appel d'offres, c'est voilà, donc, si on sait qu'on est sur un projet où on arrive dans 2-3 ans, voilà, je parle plutôt pour des graminées vivaces. Aujourd'hui, c'est très facile c'est plus facile de mettre des contrats de culture sur des petits litrages, des graminées vivaces. Les arbres, c'est sûr que pour mettre en place des contrats de culture, il faut qu'il y ait une discussion dès le début du projet entre je sais pas. Ça veut dire que sinon on arrive à mettre en place dès le début de la conception un contrat de culture entre une collectivité, ses services, et une pépinière en fait. C'est parce qu'en fait c'est une ou plusieurs pépinières. Ça veut dire que toi, ça t'oblige à passer par ces fournisseurs. Enfin, ouais. Donc, voilà, il y a vraiment 2 paramètres. Il y a l'arbre. Aujourd'hui, je pense que nous, on l'a pas encore fait, mettre un contrat de culture sur les arbres. Aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'anticipation, et derrière, je sais pas même si techniquement ou juridiquement on peut
c'est compliqué, mais peut-être voilà, travailler avec 2 ou 3 pépinières locales qui travaillent peut-être ensemble, orienter vers 2 ou 3 pépinières pour pouvoir répondre à la demande. C'est voilà, c'est plus facile pour les graminées vivaces où on travaille sur une temporalité d'1 an ou de 2 ans, et c'est une des premières choses qu'il faut mettre en place dès la notification des marchés pour avoir. Mais pour les arbres, je laisse à Isabelle si tu as la solution. Non, je n'ai pas la solution. À mon avis, c'est très important, cette notion de contrat de culture, dès qu'il y a un projet qui est un peu important en termes de volume, alors qu'il s'agisse de grands sujets, enfin d'arbres, ou effectivement même de graminées, de vivaces, d'arbustes. Tout à l'heure, j'ai évoqué des listes où on voit des quantités impressionnantes, ou bon, même des entreprises supérieures en taille à la mienne, qui n'est pas, je répète, une très grosse entreprise. On ne peut pas répondre s'il n'y a pas eu un minimum d'anticipation. Une anecdote, il y a quelques années, là, quand il y a eu la LGV qui est venue jusqu'à Bordeaux, ils ont voulu bien faire les choses, ils sont venus voir les entreprises. Non, c'était pas pour la LGV, c'était pour l'autoroute. Ouais, pour l'autoroute. Enfin bref, c'était pour un grand projet, je sais plus lequel c'était, un grand projet d'infrastructure. Ils ont fait la démarche, les donneurs d'ordre, de venir visiter toutes les entreprises, les pépinières du coin. Et ils disaient, bon, on va mettre de la bruyère locale parce qu'on va détruire, ça passait dans les Landes. Alors il fallait, mais je sais plus, je crois que c'était 1 million de bruyères, quoi. Ils sont venus nous voir au mois de mai, il les fallait pour le mois de septembre. Donc, ni moi ni personne ne pouvait faire ça, quoi. C'était... Bon, alors, ils ont mis des bruyères qui étaient... Je sais pas ce qu'ils ont mis, ils ont mis des bruyères qui avaient rien de local. Au début, l'idée était sympathique, c'était on détruit des milieux naturels, on les restaure. Mais bon... Après, moi, concrètement, des contrats de culture, j'en ai déjà fait. J'en ai fait il y a longtemps, il y a une bonne vingtaine d'années, même peut-être un peu plus, ici localement pour relancer le pommier à cidre. Donc, on avait fait un contrat de culture. On a produit quelque chose comme 30 000 pommiers à cidre avec des variétés locales, mais ça s'est anticipé. C'est-à-dire qu'il y a une association qui s'est montée pour relancer le pommier à cidre. Bon, moi, j'étais toute jeune dans le métier. J'y allais vraiment plus à titre personnel en me disant, ouais, c'est super sympa ce truc. Donc, j'étais dans l'association, ramasser les pommes ensemble, dans les vieux vergers à droite à gauche. On faisait le cidre. Et puis, après, il y en a qui ont dit, bah, tiens, on va faire nos plants. Alors, ils se sont mis à faire leurs plants. Puis, ça marchait pas. Puis il y en a un qui a dit, bon, on va demander aux pépinières Lafitte. Moi, j'aurais jamais osé me mettre avant. Et puis ça s'est fait comme ça. Et donc, c'est super parce qu'on a relancé une filière. J'ai fait pareil sur de la cerise dite Sassou pour un producteur privé qui voulait des cerises dites Sassou en grande quantité. Et aujourd'hui, ça se pratique au sein de nos métiers, mais c'est du marché privé. Aujourd'hui, il y a pénurie de végétaux, clairement, à tous les niveaux. Un peu suite à ce que je vous ai dit, hein, on a traversé des années très compliquées dans nos métiers et la demande explose maintenant d'un coup. Et comme les végétaux, il faut du temps pour les faire, mais aujourd'hui il y a pénurie de végétaux. Bon, il y a pénurie pour 3-4 ans, ça ira mieux après sûrement. Mais donc aujourd'hui, même moi en tant que pépiniériste, je n'arrive pas à avoir tous les jeunes plants que je souhaite pour faire mes mises en culture. Alors même si la demande explose, bon déjà je vais pas doubler ma production du jour au lendemain, je vous le dis tout de suite, même jamais, parce que je suis vaccinée, j'en ai assez détruit. Mais bon, j'essaie quand même de répondre au marché, de remonter un peu mes mises en production, mais même en ayant le souhait de le faire, je peux pas. Donc aujourd'hui, je fais des contrats avec un certain nombre de fournisseurs. Bon, j'ai des spécialités, entre autres, on fait beaucoup de camélias chez nous avec une grande diversité de variétés, des cornouillers à fleurs. Bon, mais ça, je l'anticipe. Donc, par exemple, mes camélias, j'ai réservé mes camélias pour dans 3 ans. J'ai déjà fait un contrat avec mon fournisseur de camélias, de jeunes plants. Sinon, je les aurais pas. Mes cornouillers à fleurs, c'est pareil. Je les ai réservés pour l'an prochain et dans 2 ans. Et donc, après, pour revenir sur le marché du paysage, sur donc des cycles de culture assez courts, je pense que ça peut se faire. Mais ça sous-entend, alors quand on dit contrat, c'est quand même effectivement un contrat écrit. Hein. Quand j'ai fait des contrats, moi, pour les pommiers, on a rédigé un contrat, moi je m'engageais à fournir un certain nombre de plants, d'une certaine dimension, si ça faisait pas... Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le prix. Le prix est fixé à l'avance avec les conditions de révision. C'est intéressant pour tout le monde. Parce que
Moi, en tant que producteur, je sais déjà, je vais mettre en culture des plantes. Bon, je vais en mettre 10-20% de plus pour être sûr d'assurer le coup. Hein. Je vais pas faire pile au mandement de 100, j'en fais pas 100, j'en fais 120. Mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai négocié un prix. Je serai payé ce prix-là. Mes plantes, je vais pas les détruire, elles sont vendues. C'est quand même autre chose que de jouer au poker tous les jours comme on le fait. Et mon client, il a un prix, il connaît son prix à l'avance. Et ça, c'est très important. Parce que là, on vient de passer 15 ans sans inflation. Mais comme disait Chalbat, là, aujourd'hui, même pour nous, hein, mes bambous pour tutorer mes arbres, là, le prix, il a pris 70% en un an. Donc aujourd'hui, si je fais un contrat de culture pour vous fournir des végétaux dans un an, je vous promets un prix, et dans un an, le prix, je vais le tenir. Donc vous maîtrisez votre marché. Parce qu'il y a 10 ans, ça avait moins d'intérêt parce que il y avait surproduction, tous on était à brader nos plantes parce qu'il fallait qu'on fasse rentrer de la trésorerie. Donc globalement, celui qui achetait, il trouvait les plantes et souvent un bon prix. Mais aujourd'hui, vous trouvez pas les plantes, ou si vous les trouvez dans le meilleur des cas, vous les trouvez souvent à un prix qui est très élevé. Donc c'est intéressant de contractualiser. Alors concrètement, comment faire sur des choses à des cycles courts, 1 an ou 2, effectivement, ça peut être de consulter plusieurs entreprises et après d'en retenir une ou plusieurs. Bon, concrètement, c'est ce qui me paraît le plus judicieux. Et sur des contrats plus longs, mais en fin de compte, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que vous repérez une ou plusieurs entreprises avec laquelle vous pouvez travailler en confiance. Vous voyez que c'est des gens qui tiennent la route. Bon, il faut et puis voilà. Et à mon avis, c'est comme ça. Hein. Il faut le voir. C'est que ça remet un peu en question de la tradition de fonctionnement des marchés publics. Ah oui, oui. Puisque effectivement, dans un marché public, on se passe les responsabilités les uns les autres en fait. De la conception à celui qui produit, à celui qui met en terre. Donc c'est vrai que ça remet en question ces marchés-là, mais on le sait que les marchés de paysage, entre guillemets, ne sont pas très compatibles avec les marchés de travaux habituels. Et en plus, ça remet la question du temps électoral, parce que même sur du coup les commandes des cycles courts, en gros, bon voilà, on peut être sur du 2-3 ans, pour peu qu'on soit une fin de mandat, mi-mandat. C'est ce que disait Julien, quoi. On a des élections municipales qui changent, c'est une philosophie ou une façon de gérer ces équipes différentes. En fait, notre problème, je trouve, dans l'ensemble de la filière, souvent, il est là, c'est que le temps du paysage, il correspond pas à ces temps d'élus et à leurs attentes ou à je dirais, leurs pulsions. Oui, juste pour compléter, moi je pense qu'on peut faire un appel d'offres. Les collectivités peuvent lancer des appels d'offres pour un contrat, et puis répond qui veut, et puis le marché est attribué, même si c'est pour fournir dans 10 ans. Et en complément, aujourd'hui on parle de plus en plus de circuits courts. Donc voilà, aujourd'hui on a des collectivités qui nous imposent à travailler aussi localement, c'est très bien. Donc ça va vous imposer demain à connaître ce que produisent les pépinières. Donc c'est pour ça, donc c'est très très important dès la phase conception que vous vous rapprochez des pépinières locales, des pépinières du sud-ouest, si vous travaillez dans le sud-ouest, pour connaître un petit peu leur production, pour derrière pouvoir répondre à la demande de circuits courts. Moi je rebondis sur l'histoire pour la fonction publique. En gros, un mandat, c'est 5 ans. Donc, entre le moment où il est élu et le moment où les projets se créent, on est quasiment un peu plus de la mi-mandat. Donc, en gros, il reste 2 ans et demi pour enchaîner les projets. Alors, des fois, c'est marché public avec tout ce qui est archi et Chalbat interviennent directement. Pour nous, en interne, toujours en régie. Là, j'ai un exemple, on refait une rue, le plan a dû changer 8 ou 10 fois. Le choix des végétaux, vous le faites pas parce que vous savez comment ça fonctionne, donc vous attendez quasiment le dernier moment pour savoir où sont les fosses de plantation. Parce que des fois, la fosse de plantation, elle fait 6 mètres cubes, mais à la fin, elle fait que 1 mètre cube.
Donc vous choisissez pas les mêmes plans. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est très difficile, je pense, pour une collectivité sur des petits projets d'aménagement en régie de faire des contrats. Parce que malheureusement une place de parking, un élu qui souhaite devant sa maison pas un bac avec des plantes, il préfère une place de parking parce que voilà, c'est des choix politiques qui sont très difficiles à anticiper. Et des fois, l'aménagement ne permet pas non plus de créer une fosse de plantation parce que vous avez tous ces problèmes de réseau souterrain et qui nous empêchent des fois de planter des arbres de beau calibre ou des essences assez sympathiques. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait s'anticiper au niveau, par exemple, des PLU, donc qui est l'outil, on va dire, de planification classique urbanistique, au même titre, alors c'est hyper naïf, volontairement ce que je vais dire, mais au même titre qu'on a des espaces à urbaniser, on sait très bien qu'on va travailler dessus avec des promoteurs, on sait très bien qu'on va travailler avec des architectes, etc. Donc on n'a pas encore cet outil. On a le zonage agricole, on a le zonage naturel, etc. Mais on n'a pas d'espace à planter. Par exemple, ça, c'est pas du tout un zonage qui est opérationnel, mais pourtant, on pourrait imaginer ce genre de dispositif qui, du coup, va au-delà de la mandature, puisqu'on est sur une échelle de PLU, de PLUI. Des espaces à planter, des espaces à restaurer du point de vue de la plantation aussi, qui du coup, créerait un cadre, permettrait aussi du coup d'être dans une forme de planification où on fait atterrir justement cette idée où on peut anticiper avec les pépinières locales. Enfin, une collectivité peut très bien dire que oui, on va travailler forcément. On sait qu'on va y planter quelque chose ici, donc les pépiniéristes commencent à travailler là-dessus, commencer à faire de la sélection parce qu'ils connaissent le terroir, etc. Et on renverse un peu le problème, c'est-à-dire que du coup, c'est les paysagistes après qui vont travailler sur cet espace-là en disant ok, les pépiniéristes ont déjà commencé à anticiper une production, ils ont déjà un catalogue, ils ont déjà des choses à nous proposer. Et c'est peut-être un peu naïf comme mode de fonctionner, mais on le fait pour ce qui relève du bâti, on le fait pour ce qui relève du BTP, on le fait pour ce qui relève de la voirie, etc. Donc pourquoi ne pas l'anticiper sur la question du paysage? J'ai pas de réponse, mais ce que tu es en train de dire, c'est que tu inverserais la place et le rôle de ces professionnels-là en disant ce ne sont plus les paysagistes qui sont les prescripteurs, ce sont les personnes de terrain et notamment les professionnels de la culture des plantes et des végétaux qui deviennent les prescripteurs du choix des végétaux. Alors, qui anticipent des scénarios en tout cas. Je pense que ça va être difficile. Ouais, je pense aussi que ça va être difficile. Ça va être difficile. Alors, sur des projets à long terme, c'est plus facile pour des grosses agglomérations. Voilà, qui ont des bureaux d'études paysages du style Bordeaux Métropole, des choses comme ça. Alors, même si Anglet est pas une petite ville, il y a 50 000 ou 60 000 habitants par là. Voilà. On n'a pas de bureau d'études, mettons, paysage. Voilà. Les bureaux d'études qu'on a actuellement, c'est voirie et VRD. Voilà. Donc c'est ces gens-là, malheureusement, qui nous font nos aménagements. Voilà. Un exemple, là, depuis que j'ai pris mes fonctions de référent patrimoine arboré, il y a eu un aménagement, alors c'est, on appelait ça derrière le rond-point de Laffitte, des jardineries Laffitte, sur la partie basse, on est arrivé avec un projet, on trace les traits pour indiquer tous les réseaux, et puis on se dit, on va créer une piste cyclable. C'est la grande mode actuellement. Tout le monde veut rouler en vélo, même s'ils veulent pas, ils ont pas de vélo. Voilà. Et au détriment des arbres qui sont en place, parce qu'on a décidé qu'une piste cyclable c'est très joli entre les cèdres, sur les racines. Donc, le meilleur moyen c'est de creuser. Donc, je vous dis pas l'état du système racinaire quand on commence à creuser. Et malheureusement, 5 ans ou 10 ans après, on s'aperçoit que celui-là il est mort. Celui-là il est mort. Mais en fait, on est choisi, en fait, notre métier est dirigé par des gens qui font des voiries. Donc, je sais pas si vous maîtrisez un peu tout ce qui est maçonnerie. Vous avez une bordure à poser, il faut faire un solin, donc ça veut dire mettre un ensemble de béton qui va tenir votre bordure. Le seul problème, c'est qu'une fosse de plantation qui fait 1 mètre, à la fin, il vous reste 60 cm, quoi. Tout est bétonné au fond. Vous avez même des projets, Chalbat a dû le voir, où on n'a pas cassé la route en dessous. Donc vous vous retrouvez avec des bassins aquatiques, quoi. On comprend pas pourquoi la plante elle pousse pas. Ou quand vous mettez les pieds avec les bottes, vous vous rendez compte que vous êtes dans une rizière, quoi.
Et c'est plein de petites choses comme ça. Donc on essaye de faire évoluer les choses. Mais aujourd'hui c'est facile parce que l'arbre est au centre de toutes les préoccupations, les îlots de chaleur, les choses comme ça. Dans une école, un exemple, à l'époque, vous aviez de la terre, vous avez du gazon, des feuilles qui tombaient, c'était pas très grave. Jusqu'à encore ces dernières années, et encore septembre, j'entends encore, déjà on veut plus de sapins naturels, on veut plus de feuilles parce que ça salit l'intérieur, la terre c'est pareil, mais maintenant on commence à parler d'îlots de fraîcheur. Donc il va falloir trouver des solutions pour que tout le monde puisse vivre ensemble, quoi. Et voilà, en fait c'est ça aujourd'hui notre problème au sein d'une collectivité, c'est on gère des envies. Et le problème c'est qu'une envie il faut l'avoir tout de suite et c'est pas faisable. Un projet, là on a un projet de piste cyclable, on m'a averti que ça serait pour la deuxième tranche, va être faite en début d'année. Je fais mais les arbres là qui sont aux alentours c'est pas grave, on les arrache et on les replante ailleurs. Non, c'est un travail qui se fait sur 2 ou 3 ans en amont. Donc pour nous c'est impossible de gérer les envies de nos élus et ça c'est compliqué. Alors je dis pas que c'est plus simple quand on est sur un marché public où il y a une anticipation déjà. Voilà. Parce qu'on a un espace défini et on sait qu'on va venir travailler dessus. Nous en fait on répond à l'envie des gens au fur et à mesure. Donc ça c'est plus compliqué. Est-ce qu'on laisse la place à une dernière question ou une dernière remarque? Allez. Je voulais juste savoir votre avis sur la marque végétale locale. Parce qu'on parlait un peu des effets des modes. Et c'est vrai que ces dernières années, même dans des appels d'offres, on a de plus en plus l'obligation d'avoir marque végétale locale ou équivalent. Et c'est, voilà, on parlait de la filière, comment c'est adapte à tout ça. Et aujourd'hui, comment vous faites pour pallier ça? Parce que marque végétale locale, ça veut dire prélever des essences locales. Et aujourd'hui, on n'a pas les moyens, en tout cas, à ma connaissance, les pépinières, ils ont assez du mal à suivre cette obligation des marques végétales locales. Et j'imagine que dans l'autre chaîne aussi, en maîtrise d'ouvrage et aussi à maîtrise d'œuvre, c'est une position qui vient aussi des appels d'offres. Oui, alors la marque végétale locale, nous on n'est pas certifié, mais on en produit depuis 3-4 ans à peu près. Donc aujourd'hui il y a un problème d'approvisionnement, toujours pareil, je reviens à la filière, effectivement, comme vous le dites. C'est-à-dire que c'est un cahier des charges qui est assez... qui est tel qu'il est, hein, mais précis, voilà, c'est le mot. Donc ça veut dire que pour une plante donnée, mettons si on est sur de la graine, il va falloir prélever au minimum sur 3 sites différents. Donc qui seront il y a toute une traçabilité, hein, qui seront géolocalisés. Voilà, donc aujourd'hui il manque de gens qui récoltent les graines, je crois. Ensuite, ce sont les pépinières de multiplication ou des naisseurs. Donc aujourd'hui, c'est essentiellement dans la région 2 pépinières de plants forestiers. Donc les pépinières nodées et les pépinières plants forts qui sont certifiées, nodées ayant plus d'avance. Mais en fait, presque tout est déjà vendu. La demande effectivement est très importante. Donc ça c'est au niveau jeune plant. Après, si on veut aller sur l'étape suivante, nous par exemple on a mis en route des chênes communs, des Quercus pyrénéica également. C'est sûr que là vous allez attendre 10 ans quoi. Vous allez attendre 10 ans et puis je sais pas si finalement dans 10 ans ça sera pas passé à autre chose. Alors c'est pas hyper grave parce que je les vendrai même non certifiés, c'est pas grave, je les vendrai quand même, je les vendrai comme Quercus robur point barre. Hein. Mais oui, aujourd'hui on n'est pas en mesure de répondre. Alors vous dites végétal local ou équivalent, je sais pas ce qu'il y a d'autre d'équivalent. C'est dans les appels d'offres, on voit écrit ça. J'imagine parce que la filière elle est pas assez développée, donc il peut pas obliger
Oui, d'accord. Je pense que c'est c'est pour une ça. façon de pas... Oui. Alors après, sur le plan forestier, en France, la forêt est très administrée depuis très très longtemps. Et il y a une traçabilité. Alors c'est pas du végétal local, mais il y a quand même une traçabilité qui existe depuis toujours. Nous, on fait plus de plan forestier, mais on en faisait avant. Et donc, quand vous achetez de la graine, vous savez que ça vient de tel massif, etc. Les lots sont numérotés. Il y a toute une traçabilité. Donc ça peut être une manière d'avoir du végétal de la même région. Alors c'est pas prélevé en 3 sites différents. Au contraire, quand on est sur une approche forestière, c'est plutôt de trouver les plus beaux peuplements et d'aller chercher les graines sous les plus beaux peuplements. Voilà. Mais non, on n'a pas la réponse aujourd'hui. Il faut beaucoup de temps. Là, le contrat de culture peut être encore une solution pour motiver un peu les producteurs. Mais ça pêche au niveau de l'amont. Et nous, moi, je vais pas commencer à aller ramasser des graines à droite à gauche parce que je pourrais, mais on a assez d'occupations comme ça. Voilà. Après, sur l'intérêt du végétal local, je trouve la démarche intéressante, mais il faut pas être dogmatique. Certains ont l'air de dire que c'est la solution par rapport au changement climatique, entre autres, et là, je suis pas forcément d'accord. Parce que les plantes locales, c'est pas parce qu'elles sont locales qu'elles vont résister mieux. L'intérêt, c'est la mixité, l'intérêt, c'est de garder une grande diversité de patrimoine génétique. Voilà. Alors, quand on prélève sur trois sites différents les graines d'une espèce, au sein de toutes ces graines, il y en a qui vont bien se comporter, qui vont bien réagir, et d'autres qui vont pas tenir le choc. Donc c'est une démarche intéressante, mais pour moi, il faut pas dire tout végétal local. Ça, c'est une vraie erreur, à mon avis. Ce serait une erreur. Voilà. Et il y a une filière à construire, effectivement. Juste par rapport à ces choses-là, moi personnellement, c'est pas trop ma tasse de thé, parce que je pars du principe que dans une collectivité, l'important c'est de voir différentes formes, différentes couleurs, différentes espèces. On a eu le cas, si on mettait toujours les mêmes espèces, on avait des problèmes avec certaines maladies et qui vous ravagent tout un alignement. Ce qui a été fait, admettons, au Trambus, où il y a une multitude d'espèces qui s'enchaînent, je trouve ça pas mal. En plus, ça permet de donner un certain rythme. Et après, ce qui me fait un peu rire aussi, et c'est ce qu'on a entendu vendredi, parce qu'on était parti sur un comment on appelle ça, un colloque ou une chose comme ça. En fait, si on fait un peu des recherches dans l'histoire de notre région ou de la France, du Gleditsia, il y en avait déjà. Il y a des vieilles espèces qu'on n'avait pas forcément, qu'on se dit que ça n'existait pas en France, mais là, j'ai écouté un des archis qui disait comme quoi il y avait déjà des séquoias en France. Voilà. Donc, il y a eu différentes périodes, différentes ères, que ce soit glaciaires, n'importe, mais des végétaux, en fait, de lui-même, il est capable de se modifier. Certains vont mourir parce qu'ils auront plus, comme le bouleau qui tient plus beaucoup à cause de la chaleur, mais d'autres espèces vont prendre le dessus parce qu'on se disait, non, il tient pas ici, mais maintenant, on se rend compte qu'il tient mieux. Voilà. Mais c'est pour ça que l'essence locale, je suis un peu partagé. C'est exactement ça. Voilà. C'est à quel siècle? Local à quel siècle? C'est là où on rejoint l'idée de ne pas être dogmatique. Parce que c'est vrai que vous, cette promo-là, vous n'avez pas eu trop d'interventions, je crois, sur les espèces exotiques envahissantes, d'un point de vue théorique, mais culpa, normalement, c'est moi qui vous fais ce truc-là, mais je pense que j'ai pas eu le temps. Mais effectivement, on se rend compte que, notamment sur tout le bassin parisien, il y a des listes de plantes. Alors non seulement il faut que ce soit produit localement, et on sait très bien qu'il n'y a pas de pépinière, pas beaucoup en région parisienne, mais en plus il faut que l'espèce soit locale. Mais du coup, c'est quoi une espèce locale, effectivement? C'est quoi la région géographique? Et en fait, on voit très bien en horticulture que on est pratiquement que sur des espèces importées. Enfin, c'est l'histoire du rapport de l'humain avec la végétation, en fait. Mais tout ce qu'on mange, en fait, il y a très peu de choses, à part peut-être du petit épaule de Haute-Provence et quelques variétés d'épinards vaguement qui sont, on va dire, locales depuis quelques siècles. Mais en fait, on a pratiquement tout importé. Donc voilà, c'est là où ça peut être dogmatique et on voit qu'il y a quand même un peu d'idéologie derrière. Donc il faut être un peu vigilant. Non, par contre, du coup, par rapport à ça, j'avais une question. C'était, est-ce que vous commencez à voir
ou est-ce que déjà ça fait quelques années, cette mode, ou en tout cas ce renouveau de la plante nourricière, justement du paysage nourricier, notamment au travers des variétés fruitières? Parce que là on a toute une... Alors on peut pas vraiment parler d'effet de mode, mais en tout cas c'est une tendance dans le milieu du paysage. On va parler de plans alimentaires de territoire, on va beaucoup développer des trames nourricières, et donc on a un gros renouveau de l'arbre fruitier. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous voyez? Est-ce que vous avez aussi, alors ça c'est une petite question à la marge, est-ce que vous avez vu vous, les répercussions de la fermeture du conservatoire d'Aquitaine, des variétés justement fruitières, qui était à Montesquieu dans le Lot, qui du coup, a priori, faisait un travail conservatoire. Est-ce que vous l'avez ressenti, cette perte-là? Est-ce qu'il y a eu un repli sur vos fruitiers? Bon, un peu tout ça. Oui, la tendance, le retour aux arbres fruitiers, ça date d'il y a pas loin de 10 ans maintenant. Comment? C'est quand même assez récent. Oui, mais bon, on en parle beaucoup maintenant, mais c'est quand même une tendance de fond que l'on a depuis un moment, que l'on perçoit depuis un moment. Alors, ce qui est un peu plus récent, alors quand je dis arbres fruitiers, c'était vraiment les arbres fruitiers, pommiers, poiriers, cerisiers, etc. C'est effectivement le jardin où on va remplacer, le jardin a plus autant une valeur utile maintenant que esthétique. Donc ça va être effectivement trouver des arbustes qui vont faire la haie mais qui donnent des fruits comestibles, ou des plantes qui vont être utiles pour les pollinisateurs, ou des plantes dont on peut utiliser le feuillage pour faire des infusions. Enfin voilà, c'est l'aspect utile aussi des plantes qui revient en force. Ça c'est une des tendances de fond. Donc nous, comme tous les autres pépiniéristes, on est tous en train de chercher le petit fruit original, le Lonicera kamchatka, la myrtille du Kamchatka, la mélanchier à gros fruits, etc. Hein. Mais c'est très amusant, c'est tout ce qui fait le charme de notre métier. Nous, c'est ce qui nous fait avancer, hein, parce que sinon... Comme vous disiez, notre métier est difficile, donc c'est vraiment la passion des végétaux et le fait de toujours évoluer qui nous fait avancer. Après, la fermeture du conservatoire, elle est quand même assez récente et je ne sais pas, je n'ai aucune idée du nombre de fruitiers qu'ils pouvaient vendre. Nous, on n'a pas... Enfin, on était adhérents en plus, mais on n'a pas senti de retour particulier par rapport à ça. Ouais. Par rapport aux fruitiers, on est en train de repenser là un alignement avec des érables qui sont malheureusement en fin de vie. Et donc pour intégrer, parce que malheureusement dans les alignements on évite de replanter pile poil sur les arbres qu'on a abattus et broyés, voilà, sur place. On essaie de travailler entre en fait dans les intervalles, et pour compléter en fait on est parti sur des fruitiers parce que on va dire que la floraison est aussi intéressante. Voilà. Sur un cerisier par exemple, où vous avez cette particularité où il va avoir la fleur avant les feuilles, c'est quelque chose d'important. Et c'est pour ça que je rejoins un peu ce que disaient mes collègues. C'est pour ça que connaître le végétal, c'est hyper important. Parce qu'en fait on peut jouer avec les différentes caractéristiques, et si on maîtrise pas un minimum toutes ces connaissances, pour l'aménagement ça pêche un peu, quoi. Alors après on n'est pas obligé de tout connaître heureusement, mais il faut toujours travailler en relation avec les pépiniéristes. Là un exemple, dès qu'on veut une espèce bien particulière, on se rend compte qu'ils ont un équivalent. Et c'est vrai qu'il ne faut pas rester bloqué sur un nom bien spécifique. Et ça nous arrive d'être souvent en relation avec ces gens-là, et des fois, ils n'ont pas forcément la réponse de suite. Il faut savoir être patient et dire fais la recherche, et de toute façon, c'est pas pressé, on n'est plus à quelques mois près ou quelques semaines près. Voilà. Et je voudrais juste rappeler une chose qui est aussi très importante, et qui a été dit aussi, c'est penser aux saisons. C'est quelque chose de très très important dans notre métier. On a un exemple, cette année on a eu l'eau qui a été coupée vers le 10 août ou quelque chose comme ça. Quand vous avez des arbres qui viennent d'être plantés fin du mois de mars, quand il y a déjà des chaleurs assez importantes, que vous n'avez pas beaucoup d'eau, vous êtes sûr que vous avez au moins 50 à 60% des arbres qui vont crever.
Donc vaut mieux se dire on plante vraiment à l'automne jusqu'à février, et déjà ça limite les arrosages, parce que la plante s'est gavée quand même un peu d'eau pendant l'hiver, même si elle est en repos végétatif, mais il y a toujours une meilleure reprise. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment penser aux saisons et pas se dire non, il faut planter tout de suite parce qu'on doit livrer. Il vaut mieux dire voilà, on fait un décalage et ça sera planté l'année suivante pour une meilleure reprise. On le vit. C'est tellement basique qu'on pense même plus à le dire. Mais c'est vrai que ce qui est planté à l'automne, le sol est chaud quand on plante, donc la plante s'enracine tout de suite. Et donc elle est mieux armée pour affronter les conditions climatiques l'été suivant. Et on fera de l'économie d'arrosage. On vous propose d'arrêter là. Est-ce que ça vous convient? On peut continuer à discuter un petit peu autour d'un verre. Iñaki vient d'arriver, c'est ça? Bonjour Iñaki. Salut. T'avais une... Bah voilà, bravo. T'avais une question particulière ou pas toi? Non, je viens d'arriver. D'accord. Ok, bah on va continuer cette conversation autour d'un petit verre et puis on vous laissera manger. On voulait vous remercier très sincèrement du temps que vous nous avez consacré après une journée de travail justement. C'est vraiment très gentil à vous. On a un petit cadeau. Iñaki, il en a un aussi.